Bienvenue à mon ciné balado, épisode de Ben 2025, ou plutôt bilan cinéma de l'année. Vous êtes en compagnie de Patrick Merlot et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut, premier épisode de 2026. Ouais, donc bonne année à toi. Bonne année de cinéma. Bonne année à tous. On a toujours l'occasion d'amener un invité spécial pour ce bilan-là. Et l'an dernier, on avait Nico Lacroix du FM 93. Et là, cette année, pour changer un petit peu la dynamique, on aime ça, inviter de nouvelles personnes dans le balado. Alors, on accueille Éric de Montigny, créateur de contenu pour Pop Culture Québec, qu'on croise de temps en temps dans des visionnements de presse. Salut Éric. Éric. Bonjour. Merci pour l'invitation. Ouais, c'est ça. D'habitude, moi, depuis un an, ton Pop Culture Québec a vraiment explosé. Ça fait quoi, 2 ans? Ça fait déjà 3 ans que je crée du contenu, mais c'est vraiment depuis 2024 que je dirais que j'ai une visibilité qui est quand même bonne, modeste. Comparativement à d'autres influenceurs qui font du lifestyle, c'est pas grand-chose, mais pour le cinéma, c'est niché, puis c'est le fun. Moi, je suis pas sur TikTok, mais je te suis YouTube, Instagram, Facebook, puis je pense qu'à tous les jours, je vois une vidéo. T'es très discipliné, il faut le dire. Ouais, c'est ça. Tu vas beaucoup de visionnements de presse, même. Tout à fait. Puis même avec vous, on se croise même au clap à certains visionnements de presse, puis certains ont fait ma liste d'ailleurs. Ah ouais, ok. Moi, je voudrais juste savoir avant, comment est né ce projet-là? Comment tu as décidé? Ça, c'est à cause de la COVID, évidemment. Ah ouais, c'est ça. En 2022, j'ai commencé autour de ma fête. Moi, je suis né en juin. Puis là, je suis allé voir Lightyear. Puis je suis comme, pourquoi pas en parler? Fait que je veux dire, j'ai pas de compétences en montage, j'avais pas vraiment de compétences interpersonnelles non plus. J'étais pas vraiment divertissant à la caméra, on va dire ça comme ça. Fait que j'ai un trépied, j'ai un téléphone cellulaire, mais je n'ai pas de micro. Je mets ça là, le plan est fixe, puis je parle. Puis je veux dire, ça se résume à le film est bon parce que j'ai aimé l'atmosphère. C'était pas des arguments qui étaient bien fait. Puis c'était pas super intéressant à voir, mais il faut comprendre que quand tu fais du contenu en vertical, c'est pas nécessaire que ce soit parfait. Puis ce qui est arrivé, c'est que les gens aimaient ça parce qu'il n'y a personne d'autre qui en faisait à ce moment-là. Fait que, première vidéo, 10 000 vues. Je connais, quand même. 10 000 vues. Ouais. T'avais-tu mis les bons hashtags? Oui, j'avais quand même une base là, de SEO, comme on dit, là, sur les médias sociaux. Fait que tu tags Disney, tu mets le hashtag Lightyear, tu mets la petite toune de Lightyear en arrière qu'ils ont fait pour le film, d'ailleurs. Puis, est-ce que c'est ça qui a déterminé la réussite de cette vidéo-là? On le sait pas, mais c'est ça qui a commencé, comme on dit. Il y avait personne qui le faisait à ce moment-là sur ces plateformes-là, donc j'ai décidé de le faire. Puis, de fil en aiguille, ça l'a pris forme, puis ça fait une certaines marques sur la création de contenu au Québec, je pense. Ouais, c'est ça. Puis même cette année aussi, tu as eu des collaborations. Non seulement des invitations à des premières de films, mais j'ai vu des boutiques de vêtements, des trucs c'est ça. comme des fois, on m'envoie des items promotionnels pour que j'en parle. Je suis libre d'en parler ou pas, mais quand ils t'en envoient, habituellement, t'es mieux d'en parler. Ouais, parce que sinon, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Ouais, c'est ça. Mais j'ai collaboré récemment. On sort un peu du cinéma avec Prime Video cet été pour parler aux jeunes que Prime, c'est là que les séries intéressantes sont. Puis il y avait, moi, je suis super intéressé par Fallout qui est présentement diffusé à chaque semaine. La fameuse version québécoise aussi. Oui, c'est ça, qui a fait polémique. Puis quand j'ai pas l'habitude de faire des collaborations, j'en refuse beaucoup. Mais quand le fit est bon, j'ai dit oui. J'en ai fait 2 jusqu'à maintenant. Fait que c'est intéressant. Et la question qui tue, avec toutes les chaudières de popcorn que tu reçois, est-ce que tu es mis sur Marketplace après? Ou J'en reçois souvent cette question-là. Le monde pense que vu que je parle des seaux à popcorn, les que je les achète, dérivés, que je les achète automatiquement ou que je les reçois, mais en fait, je fais juste aller au cinéma, les prendre en vidéo, puis je m'en vais. J'en ai acheté un depuis que j'ai... En fait, 2. J'en ai acheté 2 depuis que j'ai commencé ma chaîne. C'est celui de Dune 2. Ouais. Celui qui a commencé le fameux verre de sable. Celui qui a commencé la vague des seaux à popcorn spéciaux. Puis celui de Galactus cet été que j'ai fait mon contenu, que j'ai tout de suite revendu sur Marketplace. Au prix que j'avais acheté. Là, fait que, mais c'est parce qu'il a fallu que tu l'achètes pour pouvoir le filmer puis l'utiliser? J'avais plusieurs idées de contenu qui n'étaient pas nécessairement faisables dans un cinéma. OK, je comprends. fait que tu fais juste arriver et dire hey, je peux-tu voir les trucs. J'explique ma démarche quand même. Là, je veux dire, en même temps, tu leur fais de la pub. Fait que, c'est ça, il n'y a personne qui m'a
empêché de le faire. Là. C'est sûr que au début, c'est un peu gênant. Là. Tu filmes des à popcorn. Mais là, tu filmes ça. C'est comme... Faut que quelqu'un le fasse. Ouais, c'est ça. En plus, j'ai su là, en arrière, la pandémie a changé beaucoup le portrait de bien des choses. Là, ça a le dos large. Mais même pour tous les objets promotionnels de cinéma, il y a comme des compagnies qui faisaient ça plus largement, qui ont fermé. Mettons le distributeur canadien, fait que finalement, il y a pas mal juste Cinéplex qui a l'exclusivité, puis des trucs comme ça. Fait que pour tous les autres cinémas indépendants, c'est plus tough à avoir. Fait que tout à fait. On va bien le choix là-bas. Mais je sais pas, autant des fois, même quand t'es présente, je suis comme ça a l'air vraiment hot, puis je suis sûr que ça doit être full populaire. Mais quand il coûte 70$, je sais pas à quel point ils vendent tout ou ils en tiennent 40 dans ça dépend dans le magasin, du titre du film. Quand c'est un Avatar, c'était 90. Le écran bleu géant là, qui est sorti, qui a été populaire, qui est parti comme en quelques heures. Galactus, c'est pareil. Là. Si c'était un film qui est rattaché à Disney puis qui a un bon engouement, comme on dit, c'est sûr que le prix se rapproche plus de $100. C'est comme les nouveaux Beanie Babies. Là, ça devient viral. Les gens l'achètent juste pour le revendre et essayer de faire un profit. J'espérais que ça avait... la mode est à ça, là, au rétro, puis essayer que les choses prennent la valeur, puis aux collections, puis tout. Fait que, c'est sûr qu'il y a des sauts à popcorn dans l'an prochain, ça va être déjà d'une 3, mais je sais pas, là, dans 10 ans on va essayer de revendre là, le verre de sable et tout. Là. Donc, dans cet épisode-ci, on va aborder donc l'année cinéma 2025. On va parler évidemment de nos coups de cœur, les films qu'on a aimés, nos déceptions. Mais je vous lance la question à vous deux, messieurs. Comment a été l'année 2025 cinéma pour vous? Je trouve qu'elle a commencé faiblement, si je m'étais pas préparé à cette question-là, mais si je me remets aux films de janvier, février, il y a tout le temps comme les films internationaux, comme on vit en ce moment, là, internationaux, puis certains films d'Oscar qui sont en fait des films de l'année précédente, mais qui arrivent en début d'année, fait que c'est bon, ça fonctionne, mais on dirait que les premières offrandes étaient comme assez molles. C'était un très mauvais début d'année pour Warner aussi, point de vue box-office et tout. Même jusqu'à Hollywood en début jusqu'à d'année. Minecraft, évidemment. Mais fait que je me souviens que ça a commencé tranquillement, puis comme un peu à chaque année, c'est pas nécessairement les films que j'attendais qui m'ont comblé, mais plutôt ceux que j'ai pas vu venir. Là, on y verra au cours du top 10. Puis, tu sais, il y a bien des films... Le genre de cinéma que je préfère, c'est pas toujours lui qui est annoncé un an d'avance. Là. J'ai hâte à Dune, là, mais le reste, en général, c'est des films qui arrivent, même chez les majors, 2-3 mois avant, il y a tel truc. Puis je pense que c'était quand même une bonne année de films d'horreur. J'ai l'impression que Bon An, Mal An, c'est un des genres qui s'en tire le mieux au niveau de la qualité. Qui réussit à se renouveler. C'est ça, oui, il y a des trucs super consommables de qualité discutable, mais il y a toujours des petites perles, je trouve, dans l'horreur, une belle inventivité là-dedans. Toi, Eric? Moi, je trouve que ça a été en 2 temps. Je partage ton opinion que ça a commencé de façon très lente. Il y avait des bons films quand même. Là. Je me souviens de Novocaine que j'ai particulièrement apprécié, mais qui n'a pas vraiment fait les manchettes. Puis après ça, il y a Minecraft qui est arrivé, qui est comme une semi-surprise, comme on dit. Je savais que ça allait être populaire, mais à ce point-là, je pense que le meilleur démarrage en 2025, c'est quand même étonnant, même plus haut qu'Avatar. Puis il y a eu l'été que... Je veux dire, tout était condensé, beaucoup de bons films, beaucoup de films populaires qui n'étaient pas nécessairement bons. Puis finalement, l'hiver, qui était, je pense, pour le box-office, qui était assez spectaculaire, parce que les milliards de dollars se sont vraiment accumulés. Mais je vois ça de 2 côtés. Tu as le côté cinéphile comme nous, qui a beaucoup de films, comme Bugonia, qu'on a tous apprécié à un certain degré, que le public en général va pas voir ces films-là. Puis pour le public en général, j'ai l'impression que 2024, ça a été une année qui était assez moyenne quand j'ai dit 2024, 2025. Comparé maintenant à 2023, qu'on a eu un événement comme Barbie Oppenheimer, pour le public, va voir 2 films rapidement, la même semaine ou dans le même mois. En 2025, on n'a pas eu ça. Puis l'automne, à partir du mois de septembre, ça a été assez tranquille, jusqu'à, mettons, décembre, où tous les films étaient décembre, la même 2 semaines. Fait que pour le public, en 2025, c'était une année qui était correcte. Mais pour nous, je pense que c'est beaucoup de pépites là, qu'on va passer à travers dans les prochaines minutes. Il y a quelque chose de weird qui était autour d'Avatar, tant qu'à moi, c'est que quand il avait sorti le 2 en 2022, on a déjà parlé un peu ici, tous les autres distributeurs avaient l'air de s'être tassés. Ce film-là est une gratte, fait qu'on veut pas être perdant, fait qu'il y avait un peu de contre-programmation, mais pas grand-chose.
Puis je pense qu'ils ont réalisé comme, les gens ont de l'appétit, puis la plupart des gens qui vont au cinéma dans le temps des fêtes, ils vont plus d'une fois. Il y a beaucoup de temps libre, des fois tu es en famille, ou tu vas voir un film d'adulte, un film de famille. Fait que là, cette année, on dirait que tout le monde s'est pas badré d'Avatar. Fait que là, tous les distributeurs, ou presque, avaient un film à sortir. Fait qu'ils l'ont tous retenu. Puis le 19 décembre, il y avait comme 5-6 sorties. Puis le 25 décembre aussi, 5-6 sorties. Fait que là, c'était comme une flotte de nouveautés. Puis l'automne, ben, on dirait que c'était comme... j'ai oublié le film de jeux vidéo, là. Tron. Il y avait Tron, que c'était... on dirait que tout le monde fait de la place. Puis finalement, ça n'a pas livré la marchandise. Il a aussi fait, au Québec, excessivement beau septembre-octobre. Il n'y a eu aucun jour de pluie. Puis on dirait que ça n'a pas nécessairement affecté le calendrier, mais ça a affecté les résultats, que tout était comme plus décevant, puis il n'y a rien qui devenait marquant parce que ça n'a pas créé aucun phénomène. T'sais. Au Québec, l'un des phénomènes, c'est ma belle-mère est une sorcière. Fait que ça a super bien marché pour les familles, puis il peut y avoir le champ libre. Je sais pas si c'était un retour des dernières grèves ou des feux de forêt qu'il y avait en Californie. Je pense que ça a un impact sur les sorties. Là. Ça a comme ralenti le calendrier de production. Fait que là, ça a peut-être créé un trou cet automne de sorties chez les Américains. Ouais, il faut dire, mais il y a quelques films qui se sont vraiment plantés. Donc, The Smashing Machine, je pense que les attentes étaient très élevées. Fait que c'est venu contrecarrer. D'ailleurs, le box-office d'octobre a été le pire en 27 ans, je pense. Mais tu résumes bien, Rick. Pour moi, c'est un peu l'échec d'Hollywood, des grands studios cette année. On dirait que, hormis le succès Minecraft, même si Lilo et Stitch a vraiment fonctionné, je pense, au-delà des attentes de Disney, ultimement, je pense pas que c'est un film que les gens ont tant aimé, ou tu sais, je pense pas que ça va perdurer dans le temps. C'était le bon film au bon moment. Exactement. Puis tu sais, c'est la même chose avec Superman, les films de super-héros. Je pense qu'il n'y a rien là-dedans qui se démarque du lot. Fait que ça va transparaître un peu dans mes choix cette année. Parce que généralement, je place toujours quand même quelques films de ce type-là. Mais on dirait que il n'y avait rien pour vraiment connecter avec le grand public. Puis je pense que ça va être toute la différence avec 2026 qui a un calendrier chargé, mais de gros canons. Puis tu sais, même on parlait d'octobre parce qu'on aime tout, à un certain point, les films d'horreur aussi. C'était... le gros film, c'était Black Phone 2, qui est pas un gros film. Là. Puis rien contre la qualité, mais c'était pas une année où, il y a quelques années, il y avait eu Five Nights at Freddy's, le premier, qui, même s'il était sorti, je pense, le 29 octobre, avait fait 80 millions. Fait que ça te rebooste un mois. C'était comme un B. Là, c'est une suite, c'est toujours plus niché déjà. Que... Ça avait bien fonctionné quand même, Black Phone 2. Je pense que c'était le meilleur de ce mois-là. Oui, c'est ça. Mais je sais plus c'est quoi qui est au menu l'an prochain à l'Halloween. Qu'est-ce qu'ils ont déjà annoncé. Mais je me souviens plus. Mais bref, des fois, il y a un film qui... Tu sais, les années qu'il y avait les Halloween, là, avant qu'il y ait le terrible exorciste, là, mais quand David Gordon Green les faisait à chaque année, c'était comme je dis, des 100 millions. T'avais les Saw aussi, tout ça. Qui sortaient, il y avait une certaine variété qu'on dirait qu'on a moins eu cette année. Là, Good Boy, c'était super, là, mais ça n'a pas fait 150 millions. Là, bref. OK, bon, allons-y donc avec Top 10. En tout cas, pour mon cas, par les 3 premiers, le reste, je pense que c'est tout interchangeable, honnêtement. C'est des films que j'ai beaucoup appréciés, mais c'est dur de quantifier vraiment. Oui. Ça doit être pour vous la même chose. Des statistiques de fin d'année. Il y a des films là-dedans que j'ai vu en février dernier que je suis comme, il me semble que je l'avais aimé 8e. Exact. J'ai pas tout réécouté. Là. Donc, je vais me lancer en premier. Moi, j'y vais avec Universal Language de Matthew Rankin. Un ovni, film québécois qui se déroule dans un Winnipeg alternatif, juste pour l'originalité. Qui a quand même aussi tout raflé au prix Iris. Oui, effectivement. Est-ce que tu l'as vu, Une langue universelle? Non, pas du tout. OK, mais c'est-tu de quoi on parle? Ou... Oui, tout à fait. Donc, oui, puis que c'est démarqué à l'international aussi dans beaucoup de festivals. Donc, pour l'originalité, honnêtement... humour absurde décalé que moi j'adore, fait que moi ça a été un coup de cœur à ce niveau-là. Ouais, parce que dans le fond il avait joué en festival en 2024, fait qu'il représentait le Canada aux Oscars l'an dernier, il y a un an, mais il était sorti juste en février. Puis tu sais, on le rappelle, là, je sais qu'il y a des tops que eux c'est l'année de production du film, donc s'il a joué en festival et tout, nous comme on est un balado qui parle de sortie au cinéma au Québec, on se fie plus à la date de sortie. Là. Je sais pas si on a été tranchant de même avec toi, Eric, là, si jamais tu as un film qui a joué plus avant ou qui est pas encore sorti mais que tu as vu, c'est correct. Là, on te pénalisera pas. Mais moi, je l'ai un peu plus haut, en fait. On y reviendra.
On est dans les aiguilles, sans des aiguilles d'une montre, fait que Ben ouais. à mon tour, Tu peux y aller, tu peux y aller. 10e place. C'est une comédie aussi Ouais. que j'ai pas vu sur beaucoup de listes, mais moi, comédie absurde, même noire, qui m'a fait vraiment rire. Friendship. Ah, ouais. C'était-tu Craig Robinson? Non, c'est Andrew DeYoung, mais avec Tim Robinson dedans, de cette espèce de gars super awkward qui essaie d'avoir des amis de gars, mais qui dit toujours un peu la mauvaise chose ou qui est juste trop intense tellement il sait pas comment gérer ça. Une comédie de malaise. Ouais, exactement. Fait que post The Office, puis je sais que là, il y a la télésérie de Chair Company aussi, puis I Think You Should Leave qui était sa grosse série. Fait qu'il a comme trouvé un personnage, Tim Robinson, puis il le fait, Ouais, c'est vraiment il le fait super bien. Je sais pas si on va se tanner à m'amener, mais un peu à la Quentin Dupieux. Là, il a trouvé sa voix, puis... C'est vraiment un genre de cringe comédie qui vient d'apparaître, là, puis il maîtrise ça à perfection. J'ai connu de Chair Company qui est sorti cet automne, puis c'est effectivement très, très bon, mais très malaisant. Même dans ton salon, t'es pas là, t'as l'impression d'être là, puis tu sens les émotions. J'ai pas vu Friendship, par contre, ajouté à ma liste, mais en plus, ça m'intéresse vu que maintenant tu mentionnes Tim Robinson. Puis tu sais, il y a le charismatique Paul Rudd, fait qu'il essaie de... Tout le monde trouve que Paul Rudd est cool, fait qu'il joue un gars cool, là, un annonceur de météo qui a un band de rock, puis t'es comme, hey, je vais être son ami, il est connecté, il est hot, il fume des joints, puis il est relax, tu sais, mais l'autre, il est stiff, il est beige, il a pas de couleur, il y a une scène super cool, il est au bureau, puis il remplit sa tasse de café là, à ras-bord, puis après il marche dans le couloir, puis attention, c'est chaud, attention, faut pas que ça déborde. C'est comme, pourquoi t'as mis ta tasse de café de même s'il faut que tu marches dans le couloir? C'est ça, il est juste awkward, ça se traduit même pas en français tellement il est malaise. Fait que, très bon choix, très bon choix. Un beau film que j'ai pas réécouté, mais que je me plairais bien à le refaire. Je manque de temps pour réécouter les films en général, mais je vais être dû. Je vais peut-être vous surprendre avec mon 10e choix. C'est un film d'horreur qu'on a vu ensemble en plus. C'est Bring Her Back, qu'on a vu en mai des frères Philippou. Je pense encore à ce film-là aujourd'hui, pas parce que nécessairement il y a un effet jump scare. Au contraire, je trouve qu'il n'y en a pas vraiment. Mais on vient traiter... en fait, on maltraite des enfants pendant tout le film. C'est quand même... C'est revenu cette année dans Weapons aussi, mais c'est quand même rare, je trouve, qu'on aborde ce sujet-là, puis surtout de cette façon-là qui était assez graphique. Moi, c'est la scène du comptoir. Là, ben là, tout le monde qui a mangé des melons d'eau cet été qui m'a... Tu sais, je veux dire, c'est pas un film que j'aimerais revoir, mais que c'est assez... je sais pas, c'est graphique, il y a quelque chose, il y a l'ambiance, les acteurs ne m'ont pas nécessairement marqué, à part le jeune qui joue le jeune qui parle jamais dans le film, là, qui est un peu mystérieux. Mais j'ai aimé qu'on n'explique rien dans le film, en fait, autour du genre de culte que la mère adoptive des 3 enfants est, visiblement. C'est ça. Mais pourtant, c'est super clair, même si c'est pas vraiment expliqué. C'est ça. On voit des extraits au début, puis pendant... le genre d'exorcisme qu'il a fait à un certain moment dans le film avec le petit gars. Mais c'est un film d'horreur, c'est ça, qui m'a marqué, qui était pas nécessairement gros budget. Puis j'apprécie tous les films. On dirait que c'est des YouTubers, les frères Philippou, à la base. Fait que j'ai l'impression peut-être que j'ai une genre de connexion avec un peu leur genre, même si c'est pas du tout le même contenu qu'on fait. Mais j'aime ça voir comme des gens qui viennent des médias sociaux faire le saut vers quelque chose de plus traditionnel. Ouais, puis il faut dire qu'en 2 films traditionnels de studio, ils ont réussi à faire quelque chose d'impressionnant quand même. Là. Fait que... Ouais, puis je pense que le film... Moi, il est dans mes mentions, tu vois. On dirait que je me souviens plus des chiffres par cœur, mais je pense qu'il y a eu un peu moins de succès que Talk to Me, leur précédent. Puis moi, pourtant, je le trouve meilleur aussi que Tout à fait, Talk to Me. Mais c'était un film qui était comme... Bring Her Back, comme prévisible, mais super le fun à écouter en même temps. Puis il y a du body horror qui est très troublant et tout. Fait que, puis c'était cool de voir... c'est Sally Hawkins. Ouais. Comme quand on voit des grands acteurs ou actrices qui font jamais des films d'horreur, se tremper dans l'horreur, je trouve ça toujours vraiment intéressant. T'sais. Puis ça donne aussi une valeur, une plus-value au film de dire, c'est pas un horror flick, là. Je trouve qu'il y a vraiment de quoi de bon dans ce film-là. T'sais. Un peu comme peut-être Josh Brolin dans Weapons ou qu'on reviendra peut-être. Mais tu vois, moi, je vous suis pas. J'ai préféré Talk to Me. Ah ouais? Mais c'est bien. En fait, moi, j'ai dit que j'ai préféré ça. Je sais pas si toi, si t'avais préféré Talk to Me. Non, j'ai préféré Bring Her Back à Talk to Me, qui est quand même très bon, là, même si je ne l'ai pas préféré.
Ben, c'est peut-être parce que j'ai vu Bring Her Back au cinéma, puis j'avais pas vu Talk to Me, fait que je l'ai écouté peut-être la semaine après chez moi, puis l'effet cinéma. C'est la différence. Ajoute toujours une bonne demi-étoile de plus. Oui. 9e choix. Écoute, ça s'est comme inséré. J'aurais pu mettre plein d'autres films, mais peut-être par son propos, c'est venu plus me chercher que la moyenne. Nouvelle Vague de Richard Linklater, un réalisateur que j'adore, qui fait encore là un projet hors norme, un film français pour un réalisateur américain qui parle du tournage d'À bout de souffle, le chef-d'œuvre de Godard. La recréation du film est magnifique, c'est incroyable. Donc, pour l'audace de ce projet-là, par son sujet, justement, c'est un des meilleurs films sur les coulisses d'un tournage de cinéma, je pense. Fait que moi, j'ai vraiment tombé en amour avec ce film. Un film de geek, mais pas de geek de jeux vidéo, là, geek de cinéma et nouvelle vague. Ouais, c'est un film fait pour toi. Oui, vraiment. Ben, c'est ce qu'on sent quand il est sorti. Il n'y a pas eu une grosse sortie, ça a été très précis, puis toutes les critiques qu'on voyait étaient comme dithyrambiques, mais avec une mention de genre si à date ça vous convainc pas, le film va pas vous convaincre. Ouais. Il est fait pour ceux qui savent déjà qu'ils vont aimer ça, puis ils vont aimer ça, puis ça finit ça. Là. C'est très pointu. Moi, en 9e, un film qui m'a aussi beaucoup touché, auquel je repense, mais je crois que j'étais gagné d'avance un peu par La Comédienne, entre autres, et c'est Valeurs sentimentales, qui est en lice pour représenter la Norvège au meilleur film international avec la talentueuse Renate Reinsve de Joachim Trier. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter, c'est juste cette beauté-là de liens familiaux fragiles. Je peux pas dire que je me suis reconnu là-dedans, là, de parents artistiques, puis d'artistes, puis de pères absents. C'est pas moi. Mais je trouve qu'il y a toujours une super sensibilité. Puis même si on met pas la ville tant que ça d'avant-scène, on le sent que ça se passe ailleurs. Puis j'aime ça. Fait que Trier qui aime beaucoup la Norvège et Oslo, qui la présente toujours. T'as-tu vu? Je ne l'ai pas vu. Ouais. Ben, si tu te fais un rattrapage pré-Oscar, les nominations finales vont sortir le 22 janvier, mais je suis pas mal sûr qu'il va y être comme son précédent film l'avait été. Effectivement, mais je pense que... C'est un drame. Pas mélodrame, mais c'est un drame. Là, des gens qui pleurent et qui essaient de renouer. Mais c'est cool parce que c'est aussi pendant la production et la genèse d'un film. Fait qu'il y a comme un côté méta-cinéma, tout ça. Qui est cool. Quand ça commence, qu'elle fait une crise de panique, elle a joué au théâtre, puis une espèce de crise de panique, puis qu'elle veut se sauver, puis là, ils font juste retarder le début de la pièce, l'opéra, il est genre plein. Fait que vraiment cool comme scène. La traduction est très bonne. Le film, là, ouais, ça donne le ton. Et tu l'as dit, Reinsve, une des meilleures actrices de sa génération. Elle est très bonne. 9e, Eric. En 9e, un film que je crois que vous n'avez pas vu, enfin. À mon tour maintenant. C'est Chainsaw Man, The Movie Raised Ark. Oui. Je n'étais pas censé voir ce film-là, en fait, mais j'ai été quand même impressionné par l'engouement Demon Slayer que je n'ai pas connu. Demon Slayer, c'est une 60aine d'épisodes, 2 films, plus celui qui est sorti cet automne. Ça a connu un succès assez époustouflant partout dans le monde. Ouais. Même ici. C'était plein ici, là, dans les cinémas. Oui, c'est ça. Je pense qu'on dit que les Américains ils ont une année un peu décevante. Ben, c'est l'inverse. Il y a des films japonais. Il y a aussi Neza 2. Neza, qui est un film chinois. Ouais, c'est ça. Fait que l'animé en fait partie. Je pense que ben des propriétaires de salles et des distributeurs ont fait comme c'est quoi vraiment plus gros qu'on pense l'animé japonais. Ben, on le sentait déjà qu'il y avait des sorties périodiques, mais là, Demon Slayer a fait exploser les portes. Et c'est tout un nouveau jeune public qui... Avant, les animés, c'était 2 semaines, puis dépêche-toi. C'est ça, c'était très... 10 semaines au cinéma. Les fans, ils vont la première fin de semaine, puis après ça, c'est un peu plus vide parce que c'est comme ça la nature un peu du fanatisme autour de ces Tu consommes-tu d'ailleurs un peu d'animé? J'ai commencé avec Chainsaw Man, justement, parce que comme pourquoi pas, c'était une dizaine d'épisodes sur la plateforme Crunchyroll de Sony. Fait que je les ai écoutés une demi-heure par épisode. J'ai pris 6 heures de mon temps à écouter ça. Puis Chainsaw Man, c'est un genre de série de passage à l'adolescence où le personnage principal, son père décède, puis il doit une méga dette à des criminels. Puis, il peut pas les rembourser. Fait que les criminels décident de tuer Denji, qui est le personnage principal, qui est un adolescent. Puis, son chien, qui est en forme de tronçonneuse, décide de donner sa vie en échange de, justement, un peu capturer des criminels, vaincre être un justicier, littéralement, mais de façon, je veux dire, très violente, parce qu'il
il se transforme en justement personnage de tronçonneuse en tirant sur un genre de manche sur sa poitrine. Puis ça donne... il y a plein de parallèles à faire avec... c'est ça, le passage à l'adolescence, c'est un peu ça, le symbolisme là-dedans. Il y a des rencontres avec des filles. Il apprend un peu à interagir avec les gens parce qu'il n'était pas habitué vu son passé. Puis c'est un peu ça la beauté du film. C'est comme une comédie violente, là? C'est un peu vraiment, c'est ça. C'est vraiment comme... c'est pas nécessairement des signaux qu'on a ici, puisque c'est très japonais comme production. Mais plus, il faut vraiment s'embarquer là-dedans. Écoutez, on n'a pas le choix d'écouter l'animé pour comprendre le film. Tu peux pas écouter ça. C'est pas un stand-alone, vraiment pas. Là. C'est une suite. Puis ça, c'est tiré d'un manga que lui est encore rendu plus loin que où ce que la série et les films sont. Mais quand on sort un film dans cette industrie-là, c'est pour accélérer, comme on dit, la série, puis essayer de rattraper plus vite les mangas. Là. C'est ça. Mais c'est tellement écouté, tu sais. Au final, au Québec, on l'a eu avec le Cyclone de Noël. C'est un peu la même logique qu'il avait faite. Mais ouais, c'est pour ça. Moi, tu vois, je pensais que c'était plus que 10 épisodes. Je suis pas embarqué dedans parce que le film est sorti, puis j'étais comme, ça doit être 300 heures c'est ça, de télé. Mais c'était une dizaine d'épisodes. Ça m'a pris... c'était plaisant. Ça m'a coûté $10. Quand on est malade une journée, puis je vais faire ça. Ah ouais. Oups, je l'ai dit. Je vais y aller avec mon 8e premier film d'horreur d'époque, un mélange de genres, ouais, pour moi. Sinners Ryan Coogler. Un projet encore là qui détonnait, une production, une offrande originale de studio qui n'est pas un IP connu. Un film à gros budget quand même, Vampire dans les années 20-30, pendant la Prohibition, avec une thématique afro-américaine. Donc, il fallait le faire et ça a été un succès monstre. Je pense que les gens avaient soif de ça. Je pense que ça a bien résonné aussi dans la communauté pour laquelle ils visaient, ce qui est bien. Mais ça a réussi à sortir de là sans... je pense que ça a attiré plus de gens au cinéma. Ouais. Je pense que, un peu comme Black Panther, ça a motivé... cette communauté-là à sortir puis aller au cinéma, puis je pense qu'ils vont pas traditionnellement. Je me souviens que première à deuxième week-end, je pense que ça a eu une drop de 4%. Là, ça a fait autant les deux premiers week-ends, ce qui l'a aidé à faire plus de 200, même plus de 250 millions, je pense. Donc, Michael B. Jordan dans un double rôle, Hailee Steinfeld, que j'adore aussi, qui était très bonne. Donc, la fameuse scène, le plan séquence de musique au travers de... Oui, c'est la scène qui me revient en mémoire constamment quand je pense à Sinners. C'est même pas l'action, c'est la scène de blues où on voit Miles Kenton là, jouer de la guitare, qui je pense que c'est son premier rôle, qui était quand même très bon. Moi aussi, je l'ai pas mis dans mon top parce que peut-être qu'il aurait fallu que je le revoie, mais moi je me souviens que j'avais un très bon sentiment à ce film-là, malgré qu'il était comme aussi 2h30-ish. Mais on voyait que Coogler prenait le temps de prendre le temps puis de montrer tout ce qu'il voulait. Puis au début, tu comprends, on va s'ouvrir un bar, puis là, on va chercher de l'alcool, puis là, ça jase. Puis... Ouais, puis on comprend que c'est dans la dernière demi-heure vraiment que tout pète, puis là, c'est non-stop, là, ou 45 minutes, mais le payoff est très, très bon, justement. Un peu à la From Dusk Till Dawn. Ouais. Est-ce qu'on le retrouvera plus haut dans ton top? Il est plus haut dans mon top, on va le mentionner plus loin, effectivement. 8e position, c'est ça? Ouais. Moi, c'est un film, presque un film d'horreur, un film anxiogène, un film qui a parlé de la thématique d'un peu de maltraitance des enfants qu'on a vu quelques fois cette année. Il y a aussi eu la thématique du postpartum puis de la charge mentale beaucoup chez les mères, chez les femmes. If I Had Legs, I'd Kick You, un film que je pense on aime ou on déteste parce que c'est des gros plans. C'est une mère qui est en perte de contrôle, qui, par le fait même, est une psychologue, qui consulte un psychologue, un des rares rôles à l'écran de Conan O'Brien, justement, qui joue son thérapeute. Puis c'est souvent, on voit même pas les gens autour d'elle, on voit pas le visage de sa fille, on voit juste des gros plans sur elle qui est à peine maquillée ou maquillée pour la maganer, les cheveux sales, une toque à la tête qui est assez naturel finalement. Puis c'est ça, avec un peu de fantastique, il y a un trou dans son plafond d'appartement, elle fait juste parler au téléphone avec son chum pour essayer de régler ça à distance, puis on dirait que tout le monde la traite comme si elle était incompétente, fait que ça vient nous toucher dans les émotions, c'est pas du tout relax écouter ce film-là. Fait que moi j'ai vraiment aimé cette expérience-là, puis en plus je l'avais même pas vu, je l'avais vu en screener, fait que sur mon petit écran, mais j'ai vraiment aimé ça. Mais ça transparaît le genre de cinéma qui me touche plus, là, du malaise, de l'inconfort. J'aime aussi quand même pas mal les films qui sont
très efficaces puis qui sont dans le moins de 2 heures. J'ai pas de problème avec un film de plus de 2 heures si c'est justifié. Ouais. Je trouve que beaucoup, ça l'est pas nécessairement. Fait que quand il y a un genre de, je me souviens plus, là, 1h40, là, quelque chose comme ça, bien serré, qui te fait, il y a 1h50, mais qui te fait vivre, puis comme tu dis, tu t'en sors essoufflé et tout. Puis je pense qu'il y a un autre grand film de l'année qui a un peu le même effet qu'on va rediscuter plus en fin d'épisode. J'ai pas vu le film que tu viens de mentionner, mais j'étais sûr que tu allais dire Die My Love, qui a beaucoup de parallèles avec ce que tu as il est pas dans mon décrit. top parce que je le trouvais un peu plus expérimental. J'ai aimé les performances et tout, mais je peux pas dire que j'étais moins en symbiose avec le film, moi, dans le cas de Die My Love. J'ai beaucoup de points positifs à dire, mais au final, ça m'a moins dans la thématique, touché, l'autre est plus intéressant, je pense. Et Rose Byrne se démarque plus même que Jennifer Lawrence. Ouais, je dirais que dans If I Had Legs, j'étais dans le train avec elle, puis dans Die My Love, je regardais le train passer. C'était un peu plus ça l'image, si on veut. Numéro 8, ouais. un film québécois qui est peut-être dans vos listes, 1000 secrets, 1000 dangers de Philippe Falardeau, que en fait j'ai juste connu à cause du Festival de cinéma de la Ville de Québec. J'ai reçu une invitation, puis un film québécois, pourquoi pas, puis il y avait un bon élan médiatique autour de ce film-là, donc je suis allé, je suis sorti assez plus qu'impressionné, je dirais même. Je suis tombé par terre, en fait, je l'ai vu 2 fois pendant sa run en salle. Puis, ce que je trouve de ce film-là, c'est un peu... on parle beaucoup de culture québécoise ces temps-ci, comment on peut attirer les jeunes en salle, devant nos écrans de TV, voir des productions québécoises. Puis j'ai trouvé que c'était pas mal l'archétype du film qui représente ça. On fait du non chronologique, premièrement, puis c'est rare qu'on voit ça dans un film québécois. En tout cas, moi, je suis pas un gros fan non plus de cinéma québécois. J'en vois quelques-uns par année, mais j'ai été... Comme on commence le film, il est à Orange-Julet, puis tu sais pas ce qu'il fait là, il a mal au ventre, il est pressé d'aller à son mariage qui est à l'Oratoire Saint-Joseph. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas dans cet énoncé-là, puis au fur et à mesure, c'est rempli de retours dans le temps. Puis c'est un puzzle à composer au cours du film. C'est vraiment dans le dernier tiers que j'ai vraiment le plus apprécié le film, parce que toutes les pièces se reposent ensemble. La résolution qui m'a paru naturelle, malgré que ce ne soit pas chronologique. Puis, l'acteur principal qui était à la télé, son premier rôle, Neil Elias, qui était assez impressionnant, une bonne performance, touchante. J'ai ressenti des émotions. J'ai aussi aimé Rosemary Perreault, qui était peut-être plus absente, mais qui donnait comme un push humoristique, un peu comme Édouard, mais différemment. Mais à chaque fois qu'elle était là, tu la remarquais. Oui, elle shine. Ouais, vraiment. Tu sens que c'est elle qui ground le personnage. Tout à fait. C'est comme un odd couple, là, un couple qui a l'air tellement différent, mais c'est ça, il y en a un qui est une ballonne au vent, puis l'autre c'est la corde, puis c'est ça qui fonctionne. Là, ben ouais, moi, c'est un film qui va être dans mes mentions, qui n'est pas dans mon top 10, mais que j'avais bien aimé. Non, il l'est pas. Mais il aurait pu s'y trouver. Une belle surprise, c'est un vent de fraîcheur. Encore là, un film aussi dans une communauté très présente au Québec, mais qu'on a moins accès, libanaise. Philippe Falardeau, quand même, à la réalisation, il faut le souligner. Fait que c'est un retour pour lui au cinéma québécois après plusieurs années. Et tu l'as dit, la force, c'est aussi le montage, effectivement, la façon qu'il raconte le film. C'est très intéressant. Je suis toujours passionné du box-office. Ça fait partie des films qui ça a bien performé, mais qu'il y aurait bénéficié... déception, je pense. Ouais. Non, je le vois comme une couple déception. de fin de semaine de pluie en septembre, là, ça l'aurait aidé vraiment. Même, je pense pas que ça va être dans nos tops, là, mais Menteuse aussi, ça en est un que ça voyait le 2-3 millions, puis tellement fait beau, juillet, août, septembre, comme c'est mortel. Il pleuvait pas, fait que le monde ne sortait pas au cinéma. Puis, Alors, 7e. Numéro 7, je vais avec une production de A24, Warfare. Oh, OK. Qui m'a jeté à terre. J'aime bien ce genre-là, film de guerre. On est ultra réaliste. C'est ça, vraiment, avec cette petite unité-là, prise dans une maison, qui doit trouver une façon de s'en sortir. Je suis quasiment filmé en temps réel ou presque là, tu sais, fait que ça, j'ai été vraiment impressionné. L'utilisation du son, évidemment, c'était un film qu'il fallait voir au cinéma pour prendre tout son sens, l'ampleur, mais j'aimais que un peu comme Civil War aussi, là, que les tirs ont semblé aussi près de nous. Ouais, agressant pis tout, là, c'est ça. J'avoue que je pense qu'aux Oscars, ça va être un film qui va sûrement arriver en quelques mentions techniques, mix sonore et quoi que ce soit, puis
pense qu'il va y avoir des Ferrari et autres, mais ça serait quand même sympa qu'un film un peu plus indépendant comme ça, ou petite production, ait raflé ça. Ouais, on dirait que j'y pensais plus à ce film-là, mais c'est vrai que c'était tout une ride. Puis il y a eu un bon hype. Je voyais beaucoup sur les réseaux sociaux, des n'importe qui l'a partagé, puis j'étais allé voir ça, puis c'était cool, un film comme ça qui crée, oui, même s'il a été 3-4 semaines au cinéma, qui a vraiment créé un engouement, puis c'était plus jeune, fait que les soirées se remplissaient dans des salles de cinéma, un peu comme Five Nights at Freddy's fait, mais sur un film un peu plus de genre quand même. Ben, niché, parce que Five Nights c'est de genre, mais bon. Vas-y, Eric, tu voulais... Non, j'ai pas vu Warfare, okay. Là, surprenamment. C'est un film super comme à grand déploiement, là, mais j'en ai entendu parler. Je peux pas acheter grand-chose, mais effectivement, le son, dans ce que j'ai vu des bandes annonces, là, je pense qu'il est dans Shortlist, justement, dans son pour les Oscars, là, avec F1, tu disais. Là. Fait que... Parce que c'est vraiment, tu sais, on est habitué à des films de guerre, le Patriote, là, puis des affaires super longues, puis là, c'est comme, ça, c'est juste une petite mission en Afghanistan, c'est ça? Là, j'ai un blanc. Un des deux, puis c'est juste comme une petite mission, ils s'en vont, ils font de la surveillance, mais ils se font spotter, fait que là, ils sont dans la merde, puis là, ils veulent juste comme sortir de là, mais c'est pas les trucs avec... merde, je voulais le dropper, j'ai oublié l'acteur blanc, là, qui était dans Uncharted, là, pas Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, c'est ça, là, qui va jouer les héros, là, puis sauver tout le monde, puis gonner tout le monde dans la tête. Là. C'est juste ceux qui sont là. Il y en a qui sont blessés, ils sont assiégés avec comme une espèce de milice qui leur lance des rocket launchers par la tête, puis c'est juste, y a-tu quelqu'un qui peut venir nous chercher, tabarnak, parce qu'on est en train de crever ici, là, tu sais. Fait que au niveau de l'adrénaline, c'est assez intense. Oui, vraiment. Cool. Ben moi, j'arrive avec Langue universelle. Okay. On a déjà parlé, Ouais. c'est là que je le place en 7e. Aussi un film que je gagnerais à revoir. Je pense que ma blonde ne l'a pas vu, fait que je pourrais y proposer. Je pense que, mettons, Friendship, je pense qu'elle aurait de la misère, mais Langue universelle, je pense qu'elle aimerait ça à ce moment-là. En 7e, j'ai un choix qui est controversé, parce que c'est quelque chose qui va arriver sûrement plus haut dans votre liste, mais je suppose. C'est One Battle After Another de Paul Thomas Anderson, qui est un film que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu. Sur le plan technique, moi, c'est le piano que je retiens, là, qui joue au début, pendant presque toutes les scènes en arrière-plan, qui rythme le film, même si des fois, il se passe pas grand-chose pour le spectateur. Tu sais, évidemment, Leonardo DiCaprio, il est bon, Benicio del Toro, même malgré son petit rôle, il est bon aussi, mais ça, on le savait déjà avant de voir le film. Mais plus tard, quand je suis arrivé pour faire ma liste, justement, la semaine dernière, One Battle After Another, il luttait plus pour la 3e position, comment je le voyais avec techniquement les plans, etc. Mais ce qui t'est gardé en mémoire aussi. C'est ça. Mais ce qui est l'histoire, Sean Penn, je l'ai adoré aussi, mais je sais pas, il y a quoi qui n'a pas collé au niveau du scénario. Peut-être que c'était pas mémorable. J'ai de la misère à l'expliquer. J'ai vu beaucoup de... Tu sais, là, il est sur Crave, fait qu'il y a beaucoup de gens qui l'écoutent, qui l'ont pas vu au cinéma. Puis sur Internet, je vois passer beaucoup de critiques justement de genre, hey, puis surtout que là, le film il est victime d'être overhypé. Ouais, tout le monde crie au chef-d'œuvre. Fait que quand tu vas voir un chef-d'œuvre, tu t'attends à ce que toi, ça te jette à terre. Fait que là, beaucoup de monde sont comme genre, hey, je trouvais ça nul. Puis là, c'est nul, c'est violent. Là. Mais... Tout à fait. C'est ça. J'ai l'impression d'avoir trouvé ce décalage-là, mais en retard. Comme je l'ai vu en septembre, j'ai dit, c'est excellent. Comme j'avais donné un 5 sur 5. Puis au moment que j'ai fait ma critique, c'était un 5 sur 5. Puis aujourd'hui, quand je retourne vers ce film, même je pense que si je le regarderais une seconde fois, j'aurais pas la même impression de ce film-là. Il y a j'ai pas de titre en tête, mais il y a des films, des fois, ça me fait ça. Là, quand on arrive au bout de l'année, je retourne sur mon Letterboxd, puis je fais comme, hey, j'étais donc bien, genre, hypé, vendu sur ce film-là, puis pourtant, j'y repense, puis c'est... Une fois que tu l'as vu, tu le revois une deuxième fois, puis tu trouves ça compliqué finalement. Là. Ben, j'ai l'impression que pour aujourd'hui, tu dois te placer sa moyenne parce que moi, il va être plus haut, puis d'après moi, Pat, il est même pas dans son top. Écoute, moi, je vois. Il va être sûrement dans ses flops. Il est dans mes déceptions. Ouais. Je me souviens qu'à la sortie de salle, c'était un qu'on était pas d'accord. On s'est battu. On s'est pogné au collet. C'est le lancer du popcorn. Hey, tu veux-tu mentionner... Toi, c'est ça, même affaire, c'est que t'as pas du tout accroché. Moi, j'ai pas embarqué dans l'histoire. Ça m'a laissé complètement froid. Puis c'est un des films que j'attendais le plus. Je voulais tellement aimer ça. Puis c'est le genre que j'aurais aimé. J'adore les satires politiques et tout ça. Mais ouais, on dirait qu'il y
y a quelque chose qui n'est pas venu Il y a aussi un m'interpeller. mélange de beaucoup de choses, fait que Ouais. ça a pas collé pour Pourtant, les comédiens sont tous très bons, puis c'est bien écrit. Mais c'est vraiment le sujet, je pense que ça a fait comme... OK. Non. C'est vu, passant à autre chose. Ouais, c'est mais- ça. Je t'aime pareil. Merci. Peut-être que tu vas m'aimer avec mon prochain, encore plus. Là, on est rendu à 6. Premier film québécois pour moi. Je vais peut-être vous surprendre par mon choix, mais c'est un genre que j'aime beaucoup, c'est Fanny. Ah oui. Moi je suis tous les deux, on aime beaucoup les récits d'apprentissage, des coming of age stories. Il y avait une vibe un peu à la Goonies, film des années 80 d'Amblin, je trouvais dans l'histoire. Je trouvais un très beau scénario de Stéphanie Lapointe. Yann Englund, une très bonne réalisation. Et Vraiment surtout, le meilleur film de Yann Englund. Ouais, vraiment. Et une des meilleures scènes de fin de l'année, bouleversante, entre Éric Bruno et Emilia Corbeil-Gauvreau. Gauvreau, Ou que c'est... je suis quand même sensible dans la vie, mais que j'ai eu des larmes, là. Vraiment. Scène très touchante, puis quand même une bonne histoire qui nous laisse quand même deviner tout au long. On pense que ça s'en va de... Ouais, c'est un peu puzzle aussi. Ouais, là. quand même. Puis je trouve que la conclusion, tout ça se met bien ensemble. Donc, Fanny, moi, je l'ai placé là. Ouais, à sa façon, ça devient un feel-good, là, Ouais. même s'il est un peu mélodramatique. Il y a une forme de tristesse, mais c'est vrai, c'est comme le genre de film que j'ai beaucoup apprécié regarder. Je sais qu'il a résonné beaucoup auprès du public québécois, mais bon, j'y ai pas repensé en fin d'année. C'est un film qui a performé au box-office. Quand même, Ouais, j'ai entendu entendu parler parler un peu. Il a-tu fait de Je pense millions? qu'il l'a fait ou sinon il l'a Ça taquiné. fesse, Là. c'est Ouais, ça. ouais. Il était au début de l'été, fait que souvent, tu sais, au Québec, c'est souvent ça. Tu vas avoir un gros film en mai, tu sais, mi-mai, là, souvent ils attendent un peu le milieu. Des fois qui va sortir fin des classes, là, donc fin juin, puis un fin juillet au début août, là, puis c'est comme... On dirait que, tu sais, ils sont pas fous, là, le marché est pas assez gros pour que tu sortes... je sais pas, là, c'est pas les... Ça marche pas nécessairement, là, mais tu sais, Villeneuve, puis 2 semaines après... menteuse, là, tu vas trop te tuer, là, faut que tu te donnes la place, comme fait qu'un peu cette année t'avais eu Fanny, après Deux femmes en or, après Menteuse. Je pense que Fanny, ce qui étonne... Tu te donnes la place. Donc les gens ont peut-être un préjugé, c'est juste un film pour enfants, ados, là, pré-ados, mais J'avais cette vibe-là, ouais. ça va au-delà de ça. Puis nous, on l'a vu quand même dans les salles, qu'il y a un public quand même âgé qui allait seul sans enfants. Là. Je sais pas si pour les... Parce que tu sais, c'était des... C'est parce que c'est une adaptation d'une série, un roman qui est un peu young adult québécois, là, donc jeune adulte. Fait que on dirait qu'une fois que c'est adapté, tu te dis bon, ça vise du monde de 17 ans. Je pense que c'était le cas. Je sais pas si les producteurs et les distributeurs savent qu'au final, il y a eu pas mal plus, je pense, de têtes blanches que de jeunes personnes. Là. Les chiffres, c'était pas à 21h que ça performait. Là. C'était pas mal plus à 13h30 l'après-midi. Mais ça a quand même marché. C'est comme Mademoiselle Bottine, qui était un gros succès il y a un an. Là, un an avant, ça n'a pas fait 1,5 million juste avec des enfants de 7 ans. Là. Ça a pris des personnes âgées qui vont voir ce film-là en plein milieu d'après-midi. Puis même Ma belle-mère est une sorcière aussi a fonctionné parce que c'est comme une belle magie. Là, on s'écarte, on est rendu un compte pour tous, mais Mario, c'est pareil, là, pour qu'il fasse, ou Minecraft, pour qu'il fasse autant d'argent, c'est des familles au complet, il faut que ça touche à toutes les tranches d'âge pour qu'un film cartonne et défonce le box-office. Fait que, ouais, c'est très, très belle exécution pour Fanny. Moi, je retourne dans l'horreur avec un film qui est sorti pendant mes vacances, alors je l'avais pas vu en visionnement après podcast et autres. J'étais allé un soir comme ça avec la plèbe, avec le public. Et des films d'horreur, des comédies, c'est super cool avec du monde dans la salle. Et c'est le fameux Weapons de Zach Cregger qui est... Tu vois, moi, j'ai pas mis Sinners dans ma liste. On dirait que j'ai comme hésité entre les deux. Puis je pense que j'ai eu plus d'émotions viscérales avec Weapons, d'être sur le qui-vive, la construction qui arrête pas de revenir dans le temps puis de nous remontrer une partie de l'histoire selon chaque personnage en nous montrant un peu plus. Puis cette finale qui en est burlesque. Burlesque, exactement, et tout. Fait que c'était une super belle montagne russe, tu sais. Puis j'avais des bonnes attentes parce que j'avais full aimé Barbarians. Il y a une petite construction comme ça là, de saut dans le temps qui garde. Ouais. Puis on y viendra, mais en 2026, il offre un Resident Evil. Fait que je suis vraiment curieux de voir ce que Zach Cregger va faire. Fait que Weapons, c'est comme... sauf erreur, c'est comme mon film d'horreur le plus haut de l'année. Là. Ouais, j'ai plus de film d'horreur. Ouais, semi-ish. Ouais, peut-être qu'il y en aura d'autres. C'est un film de mes mentions. J'ai apprécié aussi.
J'ai pas vraiment de défaut à dire, c'est juste que c'est moins peut-être touché que Bring Her Back. Là. Ouais, c'est que je pense qu'il y avait des costumes d'Halloween de Tante Gladys, certains, puis ils vendaient des costumes aussi de Sinners, je pense, des Oui, des années au 30, Spirit Halloween, au Spirit Halloween, il y avait littéralement des costumes license officiels de Sinners avec Ellie Stanfield ou le personnage de Michael B. Jordan, les deux personnages de Michael B. Jordan. J'ai l'impression qu'il faut que tu aies un party d'Halloween qui est comme thématique. Quand même niché, hein? Sinon, si t'es juste de même puis il y a du monde déguisé en tube de pâte à dents, ils sauront pas exactement t'es qui. Puis ils iront pas. Ben, moi aussi, dans mes mentions, c'en est un qui aurait pu faire le top 10, honnêtement. Ça a été, comme tu l'as dit, de belle montagne russe, une belle ride, voir ce film-là. Pendant très longtemps, on se demandait, mais où est-ce qu'il s'en va? Puis justement, en jouant les sautes de temps, revoyant les scènes, mais d'un autre angle. Moi, ça, c'est quelque chose que j'aime voir au cinéma aussi. Je trouve ça fascinant. Donc, une réalisation très minutieuse puis un montage de la mort. Ouais, c'est ça. Puis aussi, tu sais, la bande-annonce nous laissait... On comprenait comme, OK, ils ont tous disparu à 2h17, je pense, du matin, quelque chose de même. Qu'est-ce qui se passe avec ces enfants-là? Puis là, ils sont pas là, mais il y en a un qui est encore dans la classe. Puis là, on dirait que la bande-annonce se dit, bon, ben la première heure, ça va être ça. Puis ah non, premier 3 minutes, il t'explique tout ce que tu sais de la bande-annonce. Puis là, OK, on part de là. Fait que tu es comme, hey, c'est super cool, ça, comme mise en marché, parce que je sais plus rien du tout de ce qui va arriver, tu sais. Fait que, et que je pense que tu étais dans tes mentions des pires titres de l'année, il me semble. Les traductions les plus étranges. Heure de disparition, évanoui en France, c'est vraiment comme ça va dans tous les sens. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Mais heure de disparition fonctionne pour le film, mais ça n'a pas rapport avec Weapons. Mais je t'avoue que même avec le film, j'étais comme, OK, c'est quand même une clé, là. Weapons, c'est weird comme titre, là, quand... c'est Josh Brolin amené qui rêve, puis là, il voit une mitraillette dans le ciel, là, un M16 ou de quoi, là, puis je suis comme... Ça, c'est bizarre. mais ça prend un peu de mystère. Là. C'est quand les films expliquent tout puis disent tout. Je trouvais que la fin rappelait le titre, là, dans un sens que les enfants deviennent un peu des armes dans la... En tout cas, la fin dans ma communauté était super controversée. Là. Les gens ont beaucoup détesté, ils ont aimé tout le film, sauf la fin à cause qu'ils trouvaient que c'était trop drôle pour le reste du film. Mais je pense que c'est ça. De mon côté, c'est la force du film. De pouvoir switcher comme ça dans... je pense que ça le présente comme une montagne russe. Des fois, les films d'horreur qui ont un grand... déploiement, un grand succès comme Sinners, ben là, des fois, le défaut, c'est que les gens vont le voir comme « Hey, c'est un film d'horreur, il est full hot, faut aller le voir. » Puis tu sais, il n'y a pas vraiment de jump scare, il n'y a pas de body horror tant que ça. C'est plus sur la forme et d'horreur, mais le scénario, après, c'est un film, je sais pas comment dire, qui s'écoute assez facilement. Là, c'est pas si différent de Memento, là, mettons, quelque chose de même. Fait que ça se peut qu'il y en a après qui soient déçus. De genre, ben, ça faisait même pas peur. Ben non, c'était pas vraiment le but. C'était pas le but, c'était vraiment... on rit du glauque, puis de la sorcellerie, puis du sinistre. Voilà. Eric? Donc, on était 6e position. 6e position. Un film controversé pour beaucoup de gens. Eddington de Harry Astor. Que j'ai beaucoup apprécié. Peut-être pour des raisons personnelles, mais je suis un peu fasciné par la période de la COVID qui est arrivée il y a quand même pas longtemps, historiquement. Là. Moi, c'est un point tournant, je trouve, pour l'histoire moderne, où que les gens se sont radicalisés autant. Peu importe votre spectre politique, les gens se sont radicalisés. Et j'ai trouvé, peut-être qu'Eddington a peut-être souffert du syndrome Too Soon. C'est un film qui a vraiment été, au niveau critique, autant comme détesté que très apprécié. Il est polarisant, c'est ça. C'est vraiment polarisant. À l'image de son créateur aussi. Oui, c'est ça. De tous ces films. Puis à l'image aussi de la crise qu'on a vécue de 2020 à 2022, comme on dit. Puis, ça retranscrit justement bien cette atmosphère-là. En regardant ce film-là, je trouvais que c'était un retour dans le temps, pour le meilleur et pour le pire. Quand tu vois Joe Cross qui est un peu... qui absorbe tout ce qu'on lui dit en termes de complot, sa femme, sa belle-mère, qui le bourre de... Comme on dit, d'histoire. C'est ça, puis même s'il veut pas adhérer à tout ça... Ça rappelle ça, c'est autour de toi. Puis c'est ça. On parlait autant des théories de conspiration que finalement des conspirationnistes eux-mêmes. Là, des Radio-Québec, nous ici, là, qui partaient, là, Alexis Cossette-Trudel, quelque chose comme ça. Même si tu n'embarquais pas dans cette théorie, tu entendais parler de lui et du fait qu'il y a des théories du monde de QAnon. Fait que c'était partout. Là, ça vient comme... renforcer un peu la théorie de la chambre d'écho, parce que Joe Cross, il est pris dans sa chambre d'écho au point tel où il se présente comme meurtre contre, je me souviens plus du personnage de Pedro Pascal, qui est super apprécié dans sa communauté, puis qui est très grounded comme personnage. Puis tu trouves que ça n'a pas d'allure qu'il se présente, parce que
il se base juste sur des complots finalement de quelques proches, de quelques... Ah, puis il invente des trucs un peu là, à la pédophilie, puis des... Je me souviens plus quoi, là. Oui, il invente plein d'affaires, Ouais. puis le point que j'ai préféré du film, c'est la scène de Fireworks, là, ce qui va au party Ok, avec la musique. la là, qui tune va de passer Katy ça. Perry, Ouais, ce que Joe Cross se fait gifler, puis Ouais. s'en va, puis c'est vraiment le point tournant du film. J'ai pas envie de dire ce qui arrive après, parce que c'est vraiment là que Mais tu fais comme, ça oh, vire, ok. Coco Banane, là, ouais. Mais point négatif, la partie sur le terrorisme, là, j'ai un peu décroché à partir Ouais, ben, du avec dernier l'espèce 45 minutes. Là. D'élite de Black Lives Matter aussi. puis J'ai tout, l'impression là, qu'on retrouvait les moins bons côtés de Beau is Afraid à la fin de Eddington. Puis j'ai pas aimé Beau is Afraid, là. Pour plusieurs raisons, mais c'est un autre film qui que les gens sont pas d'accord sur sa vraie qualité. Donc, pour moi, ça a été mémorable, là, Eddington. C'est clairement un film mémorable à ce niveau-là, c'est ça. Pour le meilleur du film et le moins bon du film, moi, je pense que c'est ça qui est arrivé, c'est que j'étais dessus, j'étais dedans, puis là, c'est ça, le 2/3, à un moment donné, je suis comme, je pense que je comprends plus qu'est-ce que le film veut démontrer, ou s'il veut juste avoir du fun, finalement, je sais pas. Ouais, avec Ari Aster, c'est dur des fois à déceler parce que c'est sa dernière portion de film, ça vire tout le temps sur le top. Des fois c'est bon, des fois c'est moins bon. Fait que moi aussi, Eddington, pas dans mes mentions non plus. Je veux pas dire que c'était un coup de cœur. J'ai trouvé correct sans plus. C'est pas dans mes déceptions non plus, mais... Mais moi, j'ai aimé le buzz que ça a fait. Là. Mm. C'est-à-dire, tu sais, parce que Boys Afraid, son précédent, ça avait pas marché pantoute. Mais lui, le fait qu'il a été présenté à Cannes, il me semble. Ouais, c'est ça? c'est la première Peut-être fois. hors compétition, Ouais. ou peut-être, je sais plus. Là. Puis on a entendu parler beaucoup, puis il est sorti comme 3-4 semaines après. Là. Cannes, c'est comme début mai, puis il sortait en juin. Fait qu'il était encore sur cette locomotive-là, puis ça a vraiment aidé le film, même si, justement, parce qu'il était polarisant, ben, les gens avaient une curiosité d'aller voir le film, de dire, il faut que je me fasse ma propre idée et tout. Puis il était aussi dans le gros hype de Pedro Pascal, là, qui était dans la même période avec Materialist, puis Fantastic Four. Puis ouais, c'est ça. Fait que, Trois il doit être films en fatigué 5 cette année. semaines. Là. Ouais, puis ça, en général, les acteurs aiment pas ça nécessairement. Là. Ils C'est ont le surexposé, contrôle sur c'est dans ça. quoi ils jouent, mais pas quand ça sort. Là. Fait que c'est pour le meilleur, pour le pire. Là. Fait que, ouais, cool choix, c'est Ouais. ça. On n'a pas tous les mêmes titres. Top 5 maintenant. 5e place, je vais vous jeter à terre, Ah ouais? c'est certain. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ont vu le film, mais moi, ça a été un de mes coups de cœur. J'adore les comédies romantiques bien faites. J'avais aucune attente quand j'ai vu Avignon. Oui, ok. Mais moi, j'ai trippé. J'ai trouvé que c'était bien fait, le personnage intéressant. En plus, ça se déroule dans le monde du théâtre, au Festival de théâtre d'Avignon, justement. Fait que tout le backdrop de l'histoire, je trouvais ça intéressant. Je te vole ton Non, idée, c'est mais vrai. la confrontation, un peu, je sais pas comment dire, là, mais entre Oui. des grandes pièces de théâtre qui sont plus valides parce que c'est du Molière. Ouais, ou classique. c'est ça versus de la Théâtre d'été. du théâtre d'été, de la comédie de oh mon Dieu, ma belle-mère, ma belle-sœur vient puis elle m'énerve. Là. Fait que comme en musique, comme dans toutes les formes d'art, on va juger puis les comparer puis dire hey, Eddington c'est bien plus intelligent, c'est bien mieux que Fantastic Four. Puis c'est comme c'est deux affaires différentes puis ils peuvent très bien coexister. Ouais, tout à fait. Fait que gros coup de cœur, moi, pour Avignon. C'est un film qui est passé dans le beurre, Ouais. fait que c'est cool de Je pense C'est la qu'on première a- fois que j'en entends parler. Ils l'ont au sorti podcast. vraiment à la mauvaise période. C'était un film d'été. Puis ils l'ont sorti au mois de septembre. Je pense qu'il était sorti à la fête du travail ou Ouais, juste ça- après. Ou après, ouais. Quand il faisait aussi super beau, puis qu'il y avait encore beaucoup de trucs d'été, dont, mettons, Weapons, puis des affaires qui prenaient du temps d'écran. Fait que je pense que pour la distribution, ça a été difficile. Il y a eu très peu d'écran, il a fait beau, fait que là, les gens sont pas venus. Fait que là, fait que le film a fait 2 semaines à l'affiche sur Faut dire peut-être aussi, 5 cinémas, puis... Baptiste Le Caplin est peu connu au Québec, mais en France, c'est un des Bastien? grands. Bastien? Ouais, Non, Bastien. c'est Baptiste, me semble. Baptiste, est-ce Ouais. que j'avais compris Matisse? Non, Ouais. Baptiste, Baptiste, qui est un humoriste très connu en France. Fait que ici, c'est sûr qu'il tu jouis pas d'une grande reconnaissance en partant. Là. Si tu avais mis une tête d'affiche, ça aurait peut-être donné un petit peu de chance, mais en même temps, c'est ce qui était le fun. Moi, ça m'a permis de le découvrir. J'ai trouvé très bon. Très bonne chimie avec sa partenaire de jeu, que j'ai oublié le nom aussi, qui n'est pas un visage connu. Fait que... Ouais, c'est ça. Puis Voilà. dans le fond, un peu pour te le présenter, c'est comme l'histoire, c'est que lui, il joue dans une pièce qu'il appelle un théâtre de boulevard. Fait que là, c'est un gros événement de théâtre. Fait que tout le monde vient jouer ses pièces de théâtre, puis il y a plein de producteurs qui se promènent et qui checkent ça. Tu sais, c'est un peu comme Cannes, mais c'est pas un festival, mais
Comme un showcase de pièces. Ouais, c'est ça. peu, C'est tout le monde ou toutes les bars dans cette ville-là, à Avignon, puis ils font toutes des pièces de théâtre dans le but d'être achetés par des producteurs pour là après faire la tournée en France puis en Europe. T'sais. Fait que lui, il joue là-dedans. Il retrouve une fille qui avait déjà rencontré, qui est amoureuse. Elle joue dans une pièce un peu plus honorable. Puis par un quiproquo, elle pense qu'il joue dans la grosse pièce très élitiste. Ouais, c'est ça. Puis qu'il a le rôle titre. Fait que là, il réalise qu'elle ne pourra jamais venir le voir parce qu'elle joue en même temps dans un autre théâtre. Fait qu'il fait croire qu'il joue dans cette pièce-là. Fait qu'à chaque fois qu'il finit sa pièce, puis qu'il va un peu renier sa gang, il s'en va à l'autre pour faire croire comme « Ok, cool, on se revoit demain », puis là, pour aller dater la fille. Mais ultimement, c'est comme la rom-com basée sur un mensonge. Il va falloir que tu finisses par dire la vérité ou elle va le découvrir ou quoi que ce soit. Puis ça renouvelle quand même bien la formule, un peu à la sauce matérialiste, c'est-à-dire tu joues dans des codes connus, mais il y a une petite épice de plus qui fait que le film est vraiment un coup de cœur. Puis t'es un... Ouais. J'étais réceptif pour ça, oui, voilà. Moi, j'arrive justement dans ces coups de cœur. C'est un gros blockbuster, un des plus beaux succès de l'été. Un film aussi qui est dans... Jurassic World? Non, pas encore, mais je veux dire une forme de classicisme de film grand public, mais qui m'a touché par ses prouesses visuelles et ses très beaux acteurs qui vieillissent très bien, peut-être un peu avec la chirurgie. Je parle de F1 de Joseph Kosinski. Tu m'as volé mon numéro 5, là. C'est on ça. a un match. Tant mieux. Et pile poil, j'ai pas eu le temps de le retourner le voir finalement. À un moment donné, je voulais retourner avec des amis, puis eux, ils n'avaient pas vu le Marvel, justement, de Fantastic Four. Fait que je suis retourné voir Fantastic Four, puis je me disais, j'aurais mieux revoir. Puis qui a eu quasiment un plus gros succès au Québec qu'aux États-Unis. Là. Plus d'argent, mais au prorata, dans le positionnement, il chutait plus vite aux États, puis il se maintenait... parce qu'il y a un amour pour la Formule 1. Et moi, j'ai pas écouté Drive to Survive pensant que la Formule 1, mais j'ai plein d'amis qui sont là-dedans. Là. Il y a vraiment un revival de la Formule 1 en général et tout. Puis on va avoir Gilles Villeneuve l'été prochain aussi. Puis je me suis laissé prendre au jeu. Moi, c'est un de mes films préférés. Si c'est pas mon film préféré, c'est Moneyball aussi. Fait que disons Brad Pitt dans des films de sport. Ça part bien. Ça me part bien. Top Gun Maverick était même principe, super le fun dans son classicisme bien exécuté. Fait que Kosinski retournait aux commandes. C'est quand même des projets de fou là, d'aller tourner pendant genre 1 an sur des circuits officiels de Formule 1 puis tout, avec des vrais pilotes dedans. Bref, du gros fun ce film-là. Et je salue aussi, merci, c'est une production Apple, mais Apple font des vraies sorties au cinéma quand ils ont des bons produits. Des fois, ça marche moins comme Argyle, mais quand ça marche comme F1, ben tant mieux. Et ça, c'est un peu pour casser du sucre sur le dos de Netflix qui font des semi-sorties, puis que je trouve qu'on est tous perdants. On manque un peu. Ouais, c'est ça. Fait que, qu'est-ce que tu veux ajouter sur moi, F1, c'est numéro 5 aussi, mais je l'ai vu dans un contexte particulier. Là. Moi, je suis pas un fan de F1, en fait. Je suis l'opposé du fan de F1, ça m'intéresse pas du tout. Ou du moins, ça m'intéressait pas, jusqu'à temps que je vois F1. Comment j'ai été voir ce film-là, on m'a invité à une avant-première qui était 2 semaines avant la sortie officielle, qui est quand même très, très tôt. Mais il faut comprendre que le Grand Prix de Montréal arrivait très près de la sortie de F1. Donc, c'est pour ça que c'est arrivé la fin de semaine après le Grand Prix. Donc, on arrive là. T'es à Montréal. Ils voulaient que le monde en parle pendant. T'es à Montréal, puis là, tu vois comme des boutiques de Formule 1, des écuries autour. T'as un certain comme happening qui se passe sur place. C'était diffusé en IMAX, le plus gros écran possible à Montréal, au Banque Scotia. Puis, pendant le visionnement de presse, il y a Joseph Kosinski qui a salué littéralement les journalistes pour un peu introduire le film. Physiquement ou Physiquement. Il était sur le bord de la porte. Il est arrivé, je pense, je sais pas si il était avec quelqu'un d'autre. Je sais pas si c'est Jerry Bruckheimer qui est le producteur, mais il n'y avait pas d'acteur. C'était vraiment lui puis quelqu'un d'autre, puis qu'il a salué comme les journalistes, introduit son film. Ça, c'était-tu plus plein, toi, qui vas à des visionnements? Moi, j'étais avec public. J'ai pas vu celle avec journalistes. Avec public, on a pris des influenceurs qui étaient autant dans le lifestyle que dans la Formule 1 que dans le cinéma. Oui, ils remplissent dans le fond comment les promos fonctionnent. Les visionnements promos sont pleins. Ceux de journalistes, c'est juste des journalistes, fait que c'est très éparpillé. Puis, je pense que ce happening-là m'a fait plus apprécier le film.
m'a le fait intéresser cinéma, à F1. Tu sais, je veux dire, c'est classique, comme tu dis, là, comme scénario, c'est très prévisible. Tu sais comment que le film va finir quand il commence. Ouais, le vieux qui a rien à prouver, le jeune, cocky. Il y a un côté Rocky 4 de lui qui s'entraîne avec des balles de tennis puis qui fait du jogging, l'autre qui a toutes des machines. Sauf que contrairement à Rocky, ils sont pas contre, faut qu'ils apprennent à travailler ensemble finalement. Un gars de 60 ans qui fait de la Formule 1, c'est un peu c'est pas très crédible. Là, parce que dans le réseau de Formule 1, il n'y en a pas d'Américains. Exact. Puis tu sais, ce film-là, c'est un peu une pub pour Apple qui sont comme tous leurs produits, les AirPods qui mettent dans le bain, les moniteurs. C'est une pub pour des F1 parce que toutes les écuries paraissent bien. C'est ça que quand il y avait la production, le monde était comme bon, Lewis Hamilton qui est consultant puis producteur, fait que là ça va, je me souviens plus là, son écurie c'est Mercedes justement, je pense. C'est eux qui vont passer devant puis tout, puis c'est comme non, c'est cette écurie fictive là qu'on salue, puis tu sais, il aurait pu dire Ferrari c'est le méchant, on les haït, puis tu sais comme non, parce que c'est eux qui se battent pour eux-mêmes là, juste pour puis le fait d'inventer justement une écurie fictive au niveau marketing, je pense que c'est ça qui a aidé le film, du premier trailer jusqu'à la bande sonore. Il y a un compte Instagram juste pour la bande sonore du film qui est séparé du compte du film pour dire à quel point que cette bande sonore là que Warner Brothers a prévu qu'elle allait être marquante. C'est Hans Zimmer aussi, ça se peut-tu la musique? Là, je parle juste comme la partie en plus promotionnelle. Parce qu'il y a Tate McRae, il y a Chris Stapleton, vraiment les chanteurs qui ont engagé pour pas au niveau au niveau des tunes marketing. On va dire ça comme ça. Comme dans le temps. Là, comme Barbie qui ont fait de soundtrack. La soundtrack. Là, fait que tout ce mélange de marketing, de soundtrack, d'effets visuels qui sont... je veux dire, à la fin de la technologie, font en sorte que c'est un film que j'ai trouvé très enivrant, là, qui m'a jeté par terre, mais plus pour sa forme que son fond. Ouais. Entièrement d'accord. Tu vois, je vais sûrement le réécouter à m'amener chez nous, mais je sais que je vais avoir... je vais être à 70%. Surtout si je mets quelqu'un à côté de moi, puis je dis « Hey, check comme c'est fucking bon! » Puis la personne peut-être « Ouais, c'est correct. » On le voit venir. « Oui, mais c'est bon pareil. » Voilà. Fait que, moi aussi, j'ai bien apprécié. Il n'est pas dans mon top 10 ni dans les mentions, mais ça a été un des bons films grand public de l'année. Oui, effectivement. On est rendu à number 4. Petit film indépendant américain, une première œuvre, Sorry Baby, que j'ai oublié, j'ai pas pris en note le nom de l'actrice Eva Victor. Ouais, c'est ça. C'est l'actrice ou la réelle, je me souviens plus. Ben, c'est les deux, parce que c'est l'actrice qui jouait, c'est ça, et qui avait aussi scénarisé. Film encore là de malaise, de construction psychologique. C'est une étudiante qui aurait été qui a une liaison avec un professeur. Là, ça fait un petit victime de violence sexuelle. Ouais, c'est ça. Donc elle accuse de viol, puis ou de viol. Mais je pense qu'elle l'accuse. Ça fait un bout là. On a vu je pense qu'elle l'accuse même pas. Okay. C'est juste que nous on apprend. Non, elle vit. Elle est encore dans cette même petite communauté-là, à travailler à l'université, qui est une petite faculté en lettres. Fait qu'elle est rendue un peu chez elle à juste lire des livres. C'est ça, effectivement. On voit les soubresauts, les contre-coups de cette agression. Il y a une jalousie avec d'autres collègues parce qu'elle était, mettons, à maîtrise ou doc, là, je sais pas. Puis là, de qui a eu le poste, puis là, il l'accuse, mais c'est comme, en tout cas... mais non, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'ouverture d'accusation là, directe. Non, là. C'est vraiment les contre-coups de ce qu'elle a vécu, tout ça. Fait que oui, un drame... c'est super bien raconté, oui, c'est pas mélodramatique, comme justement tragique et tout. Puis très nuancé, on est dans les zones grises aussi, ce que j'aime beaucoup dans ce genre de film-là. Ça joue sur la comparaison, parce qu'elle revoit une de ses amies qui habite dans une autre ville maintenant, puis la vie des autres continue d'évoluer, mais elle, à cause de cette situation-là, est un peu restée justement au point mort. Oui. Elle reste dans la même ville, elle a la même job, elle reste à la même place. Et comme fait qu'il y a cette affaire-là de genre, bon là, il va falloir aussi débinant, triste puis violent que ça a été, il faut que je passe à autre chose, sinon ma vie s'arrête là. Fait qu'il y a de quoi de lumineux aussi donc avec ce film-là. Fait que oui, c'est dans mes mentions. J'ai peut-être mis dans la même un peu le même genre qui est sorti à la même période, c'était les Fire Legs, mettons, qui est plus pris, là, mais qui est pas tout à fait pareil, mais le côté A24, film super indépendant, contre-programmation d'été, là, je le mets dans cette case-là. Mais oui, je l'ai vu dans beaucoup de top 5-10 de gens qui ont eu la chance de le voir, là. C'est ça qui est rough des fois avec l'été, là, tu glisses ça entre un F1 puis un Jurassic World, puis il y a comme, pas tous les cinémas qui ouvrent ça, c'était moins type Cinéplex, là, c'est plus...
cinéma indépendant, puis bref. Moi, je l'ai vu en vidéo sur demande. Là. Fait que peut-être que l'effet a été moins gros pour moi. J'ai aimé le film, peut-être à 70% pour ma part, mais j'ai aimé la sensibilité. Les non-dits. Là. J'ai aimé qu'on monte rien, qu'on déclare rien, mais qu'on rentre dans la maison. Là, tu vois comme le temps passant en accéléré, puis elle sort. Les lumières aussi, des fois, qui amenaient la lumière ouvre en haut. Puis là, selon le dialogue, après qu'elle arrive comme à son appartement / maison, logement, tu sais probablement ce qui est arrivé. C'est vraiment comme là que j'ai plus accroché que le reste. Là. C'est un cas de... Elle dit non, mais ça voulait dire oui. Puis c'est comme, je pense pas. Là. Mais en tout cas. Ok, cool. Rendu à moi, film québécois qui traite plus positivement, j'espère, mais quand même, de la sexualité. C'est Deux femmes en or, qui est un de mes coups de cœur. Je l'avais vu, on avait vu un visionnement spécial à un événement de québécois de cinéma, puis je l'avais vu en février. J'avais adoré ça, Deux femmes en or de Chloé Robichaud avec Karine Gontier-Heinemann et Laurence Leboeuf. Puis j'avais vraiment hâte qu'il sorte. Je l'ai revu en mai, on a discuté avec l'équipe puis tout. Moi, c'était comme une parfaite comédie pour moi. C'est ça que j'aime beaucoup On dirait que c'est bizarre de dire ça, j'aime les films qui parlent de sexualité. C'est comme si j'étais un gros pervers, là, mais j'aime ça que ça se démocratise, parce que je suis pas dans l'idée du tabou. Quand on parle pas des choses, ça fait pas qu'elles arrivent pas. Faut parler de l'émancipation, du rôle des femmes, du confort à la maison. Ce film-là aussi traitait de la charge mentale puis du postpartum, moins tragiquement, mais quand même d'une espèce de spleen à mener un certain point de vue. En plus que la plupart des événements sont genre février-mars, qui est un très bon temps de... C'est plate, puis il me semble que ma vie va nulle part, là, où tu viens de dropper tes résolutions de l'année, tu réalises que ça marchera plus, là, ouais, c'est ça. Fait que tu recommences à fumer. Là. Fait que, ouais, c'est cette comédie-là, de voir aussi tous les caméos de différents humoristes qui sont comme la génération que je suis beaucoup, là, les Sam Breton, Arnaud Soli, et Catherine Levac et autres. Je trouvais ça, l'utilisation de la musique, une tourne de Louis-Adrienne Cassidy aussi, qui est la sensation de l'année. Puis c'est pas pour rien, Karine Gontier a remporté aussi la meilleure actrice pour ce film-là au prix Gala Québec Cinéma. Fait que moi, ça m'a touché droit dans le mille, puis c'est un film que je pourrais réécouter demain matin, puis encore autant capoter. Et cela dit, j'ai jamais vu l'original. On dirait que ça avait pas à donner avant, puis je serais curieux de le voir. Il faudrait que je prenne le temps. Mais... C'est autre chose. Ouais, c'est ça. Ben, c'était plus... C'était des comédies burlesque. érotiques, exact. Ce que ce film-là est moins, même si ce côté-là, c'est un film qui est un peu plus... qui est revendicateur, mais légèrement quand même. C'est pas un film qui arrive avec une brique puis un fanal. Là. Fait que, bref, si tu l'as pas vu, moi je ne l'ai pas vu. Je suis en train de me faire une liste de top 5 des films que j'ai pas vus en 2025 au podcast. C'est ça, tu sais, puis c'est l'avantage de faire ça. C'est le fun que nos listes soient différentes aussi pour ce qui est un peu un sommaire un peu de l'année d'une certaine façon aussi, comme on dit, pour du rattrapage à la maison. Fait que moi, il n'est pas dans mon top 10, mais haut dans mes mentions quand même. Yes. C'est vraiment un des films que j'ai beaucoup apprécié aussi. Ça, c'est numéro 4. Oui, numéro 4 déjà. Lurker de Alex Russell. Film que j'attendais longtemps, qui n'a pas été diffusé dans énormément de cinéma. Je pense que Le Clap était le seul à Québec à diffuser. J'ai entendu la première fois parler de ce film-là à cause de Fantasia. Il y a eu quand même un bon rayonnement. À Fantasia qui est en juillet, puis beaucoup de gens me disaient il faut que tu ailles voir Lurker, mais qui sorte, mais il va sortir quand? C'est Miyobi qui distribue. Ouais, c'est ça, fait que c'est pas la plus grosse mise en marché. Ils font des vraies sorties cinéma quand même, mais comme c'est leur propre moyen, tu feras pas des pubs sur des autobus, puis je pense que c'est beaucoup des placements web. Ils ont fait vraiment le placement web quand il est sorti en streaming sur leur plateforme, mais avant ça, ça pouvait passer complètement inaperçu. Puis ce que j'ai apprécié, c'est un peu, ça rejoint un peu Friendship que tu mentionnais tantôt, mais complètement différemment dans un autre registre. C'est vraiment jouer avec le malaise. Puis c'est ça que le personnage de Théodore Pellerin, Mathieu, le fait sans s'en rendre compte parce qu'il n'y a aucune social awareness. En français, j'ai de la misère à le traduire. Habilité sociale, puis il ne le sait pas. Ouais. Il s'introduit dans le cercle de Oliver. Puis il espère être parce comme... que c'est cool d'être avec le musicien, tu vas être dans sa famille, là, sa gang. Puis il commence à être accro quand les gens le reconnaissent, parce qu'il a apparu sur son Instagram. Puis là, il en fait toujours plus, puis il compétitionne dans des situations où ce qu'il ne devrait pas compétitionner socialement, vraiment, où il n'y a pas vraiment de compétition. Puis, il veut justifier sa présence autour de Oliver, finalement, pour exister puis avoir un salaire pour être
une aide créative. C'est ça, parce qu'il va nulle part avant le film. Tu sais, il travaille dans une boutique de vêtements avec son ami Son ami réussit aussi à s'introduire par sa faute, sans que c'est hors de son contrôle. Puis il y a la fameuse scène avec l'échelle qui fait basculer le film, comme on dit, dans l'autre moitié plus sombre. Puis même si c'est un film à petit budget qui est vraiment comme à petite échelle, comme on dit, il se passe beaucoup de choses là, pendant les petits 1h40. Comme j'ai mentionné le bois avec l'échelle, mais tout le jeu d'influence / d'émotion avec Oliver dans la deuxième partie, parce qu'il est comme collé après à cause des caméras qu'il a placées pour la manipulation. Là, le genre de jeu de manipulation. Puis Theodore Perrin était bon, mais Oliver, c'est Archie Madekwe qu'on a connu dans Gran Turismo en 2024, qui est très bon aussi. Puis il était dans aussi Saltburn, là, un autre film de Weird. Il signe même une chanson dans Lurker que connu. Il y a un petit rayonnement qu'on entend là, quand il tourne des vidéoclips où il pleure. Là, Bon, on le découvre en chanteur aussi dans ce film-là, qui est quand même... Y a-tu une vraie carrière de chanteur? Je sais pas. Je savais même pas qu'il chantait avant que avec cette chanson-là. J'ai retrouvé sur Spotify après, puis c'est effectivement une vraie chanson qui ont servi comme un peu un outil promotionnel pour le film. Là. Ouais, ça arrive souvent. Tu fais composer par des vrais artistes de quoi, puis là, tu le fais jouer. Tu sais, mettons... exemple populaire, Scott Pilgrim, là, il y avait une grosse tune que c'était... j'ai oublié son nom qui jouait, mais c'est Metric qui avait composé la tune, mais c'était repris par l'actrice dans le film. Là. Elle qui joue Captain Marvel. Brie Larson. Ouais, c'est ça. Larson? Ouais. Brie Larson, oui, je me trompe. À pas confondre avec Alison Brie. C'est cool de voir ça, ce petit film odd-là qui arrive. Puis oui, il fait partie des écorchés de septembre qui n'a pas trop sorti, puis qui a fait super beau, puis que ça avait le film est là, mais le public l'est pas. Fait que, désolé. Puis tu vois, moi, il fait partie de ceux que j'ai ratés en salle. Fait qu'il est dans ma liste, parce que je le vois apparaître beaucoup aussi dans les palmarès de fin d'année. Donc, c'est ça, des petites perles. Je suis vraiment curieux de le voir, ouais. T'es-tu abonné à Mubi ou tu t'es abonné juste un mois pour le voir? Non, je suis allé voir ici, au Clap. Ah, c'est vrai, t'étais aussi. Peut-être 2 semaines qui a passé, puis je l'attendais vraiment, là. Je regardais l'horreur, puis quand il est apparu, j'étais allé le voir, là. Ouais, je me souviens que... En tout cas, restez là-dedans. Numéro 3, un film belge sorti de nulle part, dont j'avais aucune idée qu'est-ce que j'allais voir. On vous croit, qui m'a jeté à terre par une réalisation maîtrisée, d'autant plus surprenant parce que c'est leur premier film à ce duo et dont la femme, j'aurais dû noter des noms, mais qui est même pas dans le cinéma, elle qui travaille vraiment en milieu dans les services sociaux et tout ça, qui s'est jumelé avec un cinéaste qui avait fait du court-métrage. On vous croit. On suit une mère qui passe devant le tribunal jeunesse parce que ses enfants accusent leur père, le jeune garçon serait victime de viol, d'inceste de la part du père. Ils sont séparés depuis un temps. Oui, c'est ça. Donc là, c'est au niveau de la partage de la garde, parce que la mère est quand même très anxieuse socialement. Elle s'occupe peut-être pas toujours bien de ses enfants non plus. En grande partie, il y a un huis clos, puis quasiment des plans séquences où on a tourné pratiquement comme un plan continu, mais avec différentes caméras pour avoir les interactions de tout le monde. C'est ça. Parce que ça se passe pas dans une salle d'audience. Tu sais, c'est comme juste devant la juge, dans son bureau fenestré. Chaque partie a un avocat. Les enfants aussi ont un avocat attitré à eux. Puis le film dure genre 1h20. Puis c'est comme setup, on s'en va là. Puis là, ils ont chacun leur plaidoyer de genre 12 minutes. Puis il y a une forme de résolution, puis le film finit. Fait que c'est juste comme 5 monologues, mettons, là, de 4 ou 5 monologues des avocats, là, genre, puis des mais personnes. Encore là, la construction du récit, un peu comme If I Had Legs I'd Kick You, on est sur des gros plans, des réactions pendant que d'autres parlent et tout ça. Fait que visuellement, c'est vraiment fascinant. Le jeu des comédiens, incroyable. C'est super simple, mais tellement efficace. Bien fait, puis efficace, puis touchant. Puis sur ce jeu de on vous croit, tu sais, c'est aussi quand tu vis même si c'est en Belgique, ça résonne quand même à ce qui peut passer ici, là, dans n'importe quel pays occidental. Quand tu as des malheurs comme ça, puis des violences, il y a quand même un processus judiciaire qui peut être long, puis ardu, puis comme elle dit, hey, on n'arrête pas de le dire, puis là, on est rendu là, puis comment ça se fait que c'est pas réglé, puis tu sais, à un certain point, c'est comme, ça, c'est le processus. Là, c'est pas parce qu'on vous croit pas que c'est long de même, on a beau vous croire,
Puis c'est tout le temps de he said, she said, tu sais. On n'a pas de caméra qui filme tout ça, ce qui s'est passé. Fait que c'est juste la parole contre l'autre. Fait que c'est comme, il faut passer devant des juges, puis d'autres, mais ça va finir par fonctionner, tu sais. Mais c'est long. Belle perle. Je pense que pour beaucoup, ça a été le même principe. Là, ça a sorti genre le 5 décembre. Ça a joué une semaine ou deux dans quelques cinémas. Puis c'est tassez-vous, là, c'est Housemate puis Avatar qui sort. Fait que n'y a pas de place. Là. Fait que je pense que le distributeur s'y attendait aussi que ce serait une sortie plus modeste comme ça. Ça, c'est numéro 3. Ouais. Fait que numéro 3, moi, je disais qu'il me restait plus de films d'horreur. C'est pas vrai, il m'en restait un horreur riche ou du moins un film de genre. C'est Bugonia de Yorgos Lanthimos qu'on a parlé. J'ai tout aimé de ce film-là. J'ai été dérouté à certains moments. Jesse Plemons, c'est aussi une des révélations des dernières années. Je pense qu'on se souvenait du kid qui était dans Breaking Bad, mais de rôle en rôle au cinéma, il s'impose vraiment. Tu parlais de Civil War aussi, quand tu parlais d'Alex Garland il y a quelques années. Fait que c'est ça, on était aussi un peu dans la conspiration comme on jasait avec Eddington. Est-ce que tu as vu Bugonia, Eric? Oui, c'est ça. Fait que de ce côté de croire que des gens sur la Terre sont des extraterrestres puis qu'ils sont déguisés puis que tu as plein de preuves que tu as collectées dans ta communauté et tout. Le cousin niaiseux mais qui est comme juste, c'est son seul ami, fait qu'il embarque là-dedans. Fait que non, j'ai tout aimé de cette folie-là, surtout que si on remonte un peu dans le passé de Lanthimos, Poor Things, j'avais apprécié, quoique un peu longuet à mon sens à certains moments. Là. Puis Kinds of Kindness, c'est un petit comme différent, là, je trouve, d'être genre une espèce de 3 histoires de genre 40 minutes et tout. Fait que c'était intéressant, mais moins coup de cœur. Puis là, ce scénario-là, moi, j'ai embarqué à fond une couple de quand même de surprises, de revirements. Le personnage louche du policier, là, que tu comprends, qui veut s'excuser de quelque chose de quand il était son gardien, de ça aussi, c'est pas clair si on est dans le MeToo ou être juste dans le bullying ou quelque chose de même, mais j'ai pas revu le film, mais il m'habite très positivement. C'est dans mes mentions. J'ai beaucoup aimé le déroulement, mais moins la finale. C'est juste une opinion. Là. J'ai trouvé que la finale était très burlesque, comme on dit, pour revenir à Weapons, dans le sens que on s'y attend pas. Là. Je m'attendais pas à cette finale-là. C'était pas prévisible, mais j'aurais aimé quelque chose de plus... je sais pas, mes attentes, là. J'aurais aimé quelque chose de moins fantaisiste. Mais c'est sûr qu'il se met dans... tu sais, il se peinture dans le coin où ta finale n'a pas le choix d'être un peu... Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai, soit vous le savez pas. C'est comme les 3 choix. Fait qu'il a pris une de ces avenues-là qui, pour certains, fait oui, c'est génial, puis pour d'autres, faire c'est pas la fin que j'aurais souhaité, disons. Je respecte toutes les opinions. T'es mieux. Moi, c'est un film que j'ai bien aimé. Il n'est pas dans mon top 10 ni dans mes mentions, mais j'ai bien aimé. Numéro 3. Numéro 3, on a déjà parlé pas mal, c'est Sinners de Ryan Coogler. J'ai pas grand-chose à ajouter. Est-ce que tu l'as vu plusieurs fois ou c'est encore ton... Non, je l'ai vu une seule fois avec tout le monde en salle, en IMAX. C'était très impressionnant en IMAX d'ailleurs. On dirait que ce que je retiens le plus de ce film-là, c'est la bande sonore que je reviens encore aujourd'hui. Je suis pas très blues dans la vie, mais je trouvais que c'était un mix intéressant avec le genre de régionalisme qu'on voit dans le film, puis un peu la fameuse scène dans le chalet, je dirais, dans le bar au final, qui était très, très impressionnante. Les acteurs, Ellie Stanfield, Michael B. Jordan, qui est un acteur que j'adore beaucoup, mais quand je suis allé... Avant d'aller voir ça, je m'attendais à rien. Là. J'ai vu que le buzz était positif en ligne. Des fois, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais c'était un film de Pâques, je pense. Ça fait une scène de Pâques. C'est en avril. Je suis sorti assez impressionné, malgré tout. Numéro 2. Numéro 2, un film tout récent qui vient de prendre l'affiche et qui va, je pense, gagner quelques Oscars. Marty Supreme. J'étais très curieux de voir le film par sa proposition, un film de ping-pong des années 50 déjà là. On est dans quelque chose de complètement original, mais je ne m'attendais pas à ce que ça aille au-delà de ça aussi. On tombe vraiment dans l'univers des frères Safdie quand même, en cas de James un peu, cette espèce de racaille-là, et même le personnage de Timothée Chalamet aussi, qui est vraiment une espèce de
de crosseur, finalement, de manipulateur. Ouais, c'est ça, de baratineur. Ouais, fait que de beaux parleurs. Ça confirme encore une fois le talent énorme de ce comédien-là qui a pas peur de jouer avec son image aussi, ce qui est le fun, parce qu'il se met pas en valeur sa beauté dans ce film-là, bien au contraire. Même il y a eu des maquillages pour faire des trous dans la peau, d'acné, tout ça. Fait que c'est... fait que juste l'originalité de ce film-là, encore là, un film qu'on navigue et on sait pas où on va atterrir. Fait quand même étonnant. Moins essoufflant à sa façon. Et l'utilisation de la musique aussi, quand même. Il faut le mentionner parce qu'on utilise la musique contemporaine dans un film d'époque. Ben là, contemporaine des années 80 en bonne partie. Ouais. Mais dans un film qui se déroule dans les années 50. Fait que, je pense qu'on est allé par le style, mais aussi le sens des paroles et tout. Ouais. Moi aussi, c'est mon numéro 2. J'ai hésité beaucoup entre 2 et 1. Là, on y viendra. Mais c'est ça m'a vraiment... c'est une fun ride. Techniquement, c'est super bien joué. C'est le fun aussi, le côté... justement, ça, c'est Josh Savdy qui a fait ça? D'avoir aussi des non-acteurs ou du monde qu'on connaît moins, là, à part Chalamet. Il y avait Tyler, the Creator, qui est un artiste populaire chez les jeunes, qui a le rôle du chauffeur de taxi, là, qui fait le plan au bowling. Puis, il me semble le mafieux, c'est Jean-Abel Ferrara, là, qui est comme un réal des années 80. 80-90, c'est ça, qui n'est pas acteur vraiment d'habitude. Fait que, non, c'est une super ride. Puis comme je dis, j'aime les drames sportifs. Ça en est un, mais d'un angle différent. Le monde, c'est comme un film de ping-pong. C'est comme, il y en a un peu au début, il y en a un peu à la fin, mais au milieu, c'est pas ça. C'est juste lui qu'il faut qu'il trouve, genre, je sais plus, 20 000 ou 50 000 piastres ou 15 000. Là, c'est ça. Là. Il faut qu'il faut avoir de l'argent puis prouver que lui est hot puis que son sport est hot. Fait que il y a peut-être aussi un côté un peu... Inside Ewan Davis, là, les frères Cohen, de genre, t'es-tu si hot que ça aussi? Là, ça, c'est ce que tu nous dis. Sympathique loser, des personnages très colorés, humour un peu décalé. Transcender sa classe sociale, sortir de son état. Pour moi, c'est mon numéro 1. Je me spoil moi-même. Là, mais non, moi, je m'attendais à un genre de drame biographique, de ping-pong, inspiré de la réalité, mais j'étais surpris. Moi, je m'attendais à un Rise to the Top, parce qu'il commence comme dans une petite ligue de ping-pong, puis à la fin, il gagne un championnat mondial, mais je savais presque rien. C'est ça. Je savais presque rien du film en y allant, puis c'est comme ça que j'aime découvrir les films, d'ailleurs. Non, super surpris. J'étais un gros fan d'Uncut Gems, qui était dans le même registre, là. C'est le même réalisateur aussi, là. Fait que j'étais par terre, puis c'est mon numéro 1, j'ai pas le choix d'être jeté par terre, là, mais juste à la toute fin de l'année, quand t'as tout vu, le film là arrive, puis je trouvais que c'était une très belle surprise qui a bouleversé tout mon top 10 dans ce cas-ci. C'est ça qui a kické One Battle en bas. C'est quoi ton numéro 2 alors? Frankenstein de Guillermo del Toro. Ok. J'ai commencé à l'écouter, là, j'ai comme manqué de temps, mais j'ai pas réussi à le voir au cinéma. Puis... c'est tu l'as vu, toi? Non, j'ai pas vu. Okay. Il a pas passé long, il a passé 3 semaines au cinéma. Il y a eu une sortie décevante, comme on dit, dans les cinémas, mais ça, c'est Netflix qui gère ça. Puis pourtant, Guillermo del Toro a demandé une vraie sortie cinéma, puis la vraie sortie cinéma, c'était 3 semaines, 1 mois en salle, presque pas de marketing pour un peu comme Wake Up Dead Man qui est sorti dans le même temps. Il est sorti peut-être encore moins que ça au cinéma, moins de temps que ça. Puis Frankenstein, c'est un film qui est dans plusieurs shortlists d'Oscar. C'est vraiment un film qui impressionne par son histoire, vraiment un film complexe, parce qu'on apprend un peu sur le deuil, la mort, puis le personnage d'Oscar Isaac joue avec avec Frankenstein un peu, avec le monstre qui s'appelle pas Frankenstein, qui s'appelle le monstre. Frankenstein, c'est le scientifique. Je vais pas, mais... c'est une culture populaire. C'est ça. On pense tous ça. Je pensais ça avant le film. Puis Oscar Isaac, on n'en parle pas beaucoup, on parle plus de Jacob Elordi dans le rôle du monstre, mais Oscar Isaac joue un scientifique qui est comme vraiment imbu de lui-même, qui pense pouvoir défier la mort, défier la vie, qui se prend un peu pour Dieu. Puis tout le long du film, il impressionne un peu par sa désinvolture, un peu comme le personnage de Marty Supreme, mais différemment dans une époque. Puis les décors, c'est vraiment un style gothique. J'aime ce style gothique-là que je trouve qu'on n'utilise pas assez à Hollywood. Ou quand on l'utilise, c'est dans des navets un peu comme dans le remake de Crow, qui était assez difficile à regarder, mais
tout le monde est bon dans ce film-là. Mia Goth dans un rôle très secondaire qui fait complètement la différence. J'ai pas grand négatif à dire. T'as des petites longueurs, tu sais, je veux dire, c'est un film de 2h30, mais pour un film, on dirait pas un film Netflix, je pense que c'est ça qui est à retenir. Ouais, c'est ça. C'est pas J'ai dans le regardé moule. ça, tu sais, je l'ai vu au Festival du Nouveau Cinéma à Concordia, dans un Ouais, auditorium. pas une vraie salle de Pas cinéma. une vraie salle de cinéma, mais de très bonne qualité au niveau de l'image puis du son quand même, là. Puis c'était plein là, pour ce film-là qui passait Ouais, juste c'est 2 fois pendant le festival. C'était plein. Les gens étaient stoked, comme on dit. Il y avait vraiment un engouement pour Frankenstein. Je trouve ça dommage qu'il n'y a pas eu la sortie cinéma. Est-ce que tu qui étais méritait. un fan de Del Toro en général? Es-tu familier avec Non, son œuvre? pas du tout. Ok. Pas vraiment. Là, j'ai pas vu grand film de ce réalisateur-là, mais l'œuvre de Frankenstein, comme pour sa pertinence dans la culture populaire, je trouvais que c'était un incontournable. Puis je suis rentré là sans vraiment en savoir plus sur l'histoire. Vraiment, j'ai pas lu le roman, rien. Là. Je suis allé voir le film, puis j'en ai appris. Là. Ben, tu vois, je suis encore plus convaincu par tes paroles et ton opinion, parce que tu aurais pu, tu sais, c'est un cinéaste que c'est genre son 8, 9e, 10e film, là. Fait que tu aurais pu dire comme, ah oui, moi je capote sur toutes ces affaires. Fait que j'aurais fait, c'est en continuité avec l'ensemble de son œuvre, mais même si tu la connais pas tant, puis que ça t'a marqué à ce point-là, ben, ça veut dire que c'est quand même un grand film. Ouais. Je pense aussi qu'il va avoir quand même son lot de nominations, Ah, oui, techniquement je pense que aussi. oui. Puis... Ben, déjà, acteur de soutien, Lordi commence à avoir beaucoup de momentum. Ah ouais, ok. Ouais. Fait que j'ai bien hâte de voir, mais il pourrait être une des surprises. Moi, j'ai pas vu non plus. Moi, le problème avec ce film-là, c'est qu'il y a comme 2 prises en partant. Je suis pas le plus grand fan de Non. Guillermo del Toro. Je pense que toi, il t'a perdu à la Shape of Water. Puis en même temps, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film-là avec le Frankenstein de Kenneth Branagh, qui était Ton une adaptation boy, très... Kenneth Branagh. Ouais, mon boy à l'époque. Qui était une adaptation très fidèle déjà du roman. Fait que, tu sais... Fait que j'ai l'impression que je vais juste me retaper une redite de ça. C'est sûr que Mais le ton va être stylisé, différent. ouais. Oui, c'est sûr, mais bon, je vais l'écouter par curiosité, mais c'est un peu ça. Pourquoi je me suis pas plongé avec enthousiasme, malgré qu'il se retrouve dans beaucoup de top 10 aussi de l'année. Voulez-vous qu'on fasse notre numéro 1 puis on mettra nos mentions Ouais. après? On a déjà abordé quelques-uns. Je pense que toi, ton numéro 1 va nous surprendre. Ouais, un film français, un petit film indépendant, l'histoire de Suleiman, qui était sorti en janvier dernier, il y a 1 an à peine, un film qui m'a jeté à terre. On suit un jeune sans-papier du Ghana, me semble, Ouais, je pense donc que c'est qui lutte contre la course pour avoir ses papiers d'immigration, fait son certificat qui lui permettrait de travailler. On suit un non professionnel aussi, il faut souligner, le comédien qui joue Suleiman, casting sauvage, il est bouleversant. Criant de vérité, une réalisation un peu à la manière des frères Savidi. D'ailleurs, le réalisateur s'en est pas caché. Fait que, ouais. Fait Ouais, un film un peu essoufflant. Là, Ouais, lui qui est vraiment. obligé il fait de la livraison Uber, mais sur le compte de quelqu'un d'autre, parce que légalement, il est enregistré nulle part. Fait qu'il reçoit il est à la merci de tous. Il est full gentil, puis travaillant, mais il reçoit des peanuts. Déjà que c'est pas très payant, Uber Eats, puis tout. Il fait ça à vélo. En plus, il faut toujours qu'il trouve une espèce de refuge pour pouvoir dormir puis se laver à quelque part. Fait qu'au fil de sa journée, puis il se fait juste écœurer par tout le monde. Puis là, il apprend que, tu sais, si tu veux avoir tes papiers, il faut que tu t'inventes une histoire vraiment intense puis tragique. Fait que là, il veut acheter l'histoire de quelqu'un qui dit, il faut que tu me donnes 200 €. Ben là, ça va y prendre tout son temps à travailler, mais les autres veulent pas le payer. Fait que lui aussi se retrouve à courir après de l'argent, mais tu sais, pas 15 000 $, là, genre 1 000 $, mais tu sais, il y a comme 4 jours pour trouver ça, puis il est démuni de tout ça. Là. Fait que, ouais, c'est un film très marquant. Je pense que je l'ai juste oublié parce que ça faisait trop longtemps. Mon souvenir était très positif, mais je pense que c'est juste le temps qui a fait que je l'ai écarté. En numéro 1, moi, j'ai One Battle After Another. Je suis dans le hype train. J'ai hésité quand même avec Marty un peu. Là. Ça pourrait être, ça pourrait se rejouer demain, puis je pourrais les inverser. Là. Mais c'était ça. Point de vue technique, voir DiCaprio, Del Toro, Sean Penn dans son rôle complètement risible qui a mené quand il se fait caler. Oui, tes chandails sont donc bien serrés. Ce côté tordu, le début révolutionnaire, il faut tout faire péter, puis c'est ça la révolution. Mais t'as aussi, quand il croise le Del Toro, qui est plus comme, non, la révolution, c'est aider au jour le jour le monde, puis retrouver des meilleures conditions, puis tout. Fait moi, j'ai vraiment embarqué dans cette proposition-là. Je trouve que c'est un film de grand talent,
Mais je comprends que le scénario est un peu éclaté puis que quelqu'un peut moins embarqué. Il n'y a pas de stress. Dire que c'est de la merde, ça, je penserais pas. Là. Non, je suis bien d'accord. C'est ça. Fait que, Comme ça a circulé sur ouais, c'est ça. groupes de cinéma Facebook. Je pense quand même que c'est comme un film de gars. Là. Il y a ça des fois sur des genres de films. La plupart des personnages sont masculins. Il y a un scénariste d'un livre de gars réalisé par un gars. Il y a des films comme ça que c'est pas seulement pour genrer. C'est bien correct, n'importe qui peut l'aimer, mais des fois, je pense que cette vibe-là. Les films de gars, c'est pas juste des films de Statham. Des fois, c'est juste la manière que c'est. There Will Be Blood, je pense que c'est ça. Là. Il n'y a pas grand femme qui aime ce film-là. C'est trop, je sais pas, viscéral, sale, comme des westerns ou des affaires comme ça. Fait que ça se peut qu'il y ait cet aspect-là aussi sur le film. Là. Fait que est-ce que ce sera une deuxième statuette pour DiCaprio, pour Chalamet? On sait pas. Ouais. Les paris sont ouverts. Numéro 1, Eric. Je l'ai déjà vendu. Oui, c'est Marty Supreme de Josh Safdie. J'ai pas grand chose de plus à dire parce que j'ai un peu sorti tout mon sac tantôt sur mes éloges pour ce film. Mais, t'as-tu réussi à avoir des objets promo du film? T'as-tu une petite pas balle du de tout. ping-pong? Non, rien. Il donnait quelques ensembles de raquettes et d'affaires chez Amtrak Film en 24 et tout, mais c'était pour mousser le film, mais c'était très niché. Là. C'est pas comme... Je l'ai vu passer sur mes réseaux sociaux. Là, ouais, mais... c'est ça. Ben, tu sais, rendu là, tu mets ça dans une bibliothèque où tu joues beer pong avec. avec. C'est fun à recevoir, mais après ça, ça reste chez vous. Là, ouais, c'est ça. J'ai des collectibles. Là. C'est comme, ça prend moins de place qu'un Galactus. Là. Ouais, tout à fait. Allons-y rapidement avec nos mentions. Moi, 5 films très coup de cœur qui auraient pu se retrouver dans le top 10. J'ai Weapons, effectivement, que j'avais mentionné. 2 femmes en or, Mes secrets, mille dangers. Et 2 qu'on n'a pas parlé, mais qui m'ont laissé une bonne impression. Un, c'est Roofman, avec Channing Tatum et Kirsten Dunst. Encore là, une histoire vraie, mais complètement farfelue. Juste pour l'originalité de ça. Et puis Nuremberg, grand fan de films historiques, de films sur la Deuxième Guerre mondiale en plus, où c'est Hermann Göring. On suit le procès d'Hermann Göring avec un Russell Crowe que je n'aime pas habituellement, mais qui là m'a convaincu. Fait que voilà pour mes mentions. Dans mes mentions, je veux souligner, je sais pas si toi, Eric, tu l'as vu, mais nous deux, on n'a pas vu Hamnet. Puis je sais qu'il est dans beaucoup de tops de fin d'année. C'est ça. Fait que peut-être qu'il aurait été dans mes tops. On n'a comme pas du tout parlé aujourd'hui. C'est bien correct s'il ne l'est pas dans les tiens. Mais nous, on ne l'a pas vu encore. Ça va être plus tard en janvier. Bon, outre ce qui a été nommé par certains d'entre vous, je trouve que Good Boy est quand même... C'est pas un film parfait, mais il est... La façon que ça a été fait tourner sur 1 an de tournage et même plus, je sais pas combien de jours. Ouais, mais il y avait un petit documentaire à la fin qui montrait comment il faisait. J'ai vu le film, mais pas le docu. C'est comme l'after credits, comme on dit. Puis il y avait son chien comme chez lui. Puis les scènes qu'on voyait le chien avoir de l'émotion, comme c'était juste lui qui tenait un biscuit. Fait que c'était comme vraiment. C'est ça. Il y a la différence entre la réalité et ce qu'on voyait à l'écran, c'était très différent. C'est vraiment un film fait avec les moyens du bord, j'ai l'impression. C'est ça, parce que oui, les entités spectrales, on voyait que c'est de la 3D qui fait un peu lui-même, fait qu'il minimisait ça, mais c'est beaucoup sur ce qui est hors écran puis tout. Fait que tu sais, le concept d'avoir fait ça, d'avoir fait un film par soi avec justement son chien puis tout, je trouve ça super cool, puis le film était très efficace dans ce qui est, puis c'était proposition originale. J'ai aussi, dans les bons coups de cœur, le documentaire Maurice m'a beaucoup marqué parce que c'était sur l'après-carrière de Maurice Richard, donc une fois qu'il était la vedette qu'il était, mais qui avait genre 60 ans, puis qui s'impliquait dans sa communauté, puis tout avec des images d'archives d'il y a 50 ans, jamais sorties. Le concept du monsieur très âgé qui monte ce film-là parce que c'était le projet de son autre ami qui est décédé. Fait que tout ce qu'il y avait autour, c'était très beau, très touchant. Un film plus sur l'icône puis la personne qu'un film de hockey. Ça, puis un film beaucoup plus très très pointu qui a passé cet été en coup de vent. Super Happy Forever aussi, que j'avais bien aimé, que je me suis même pas s'il a ouvert, je me souviens même plus s'il a joué au clap à Québec ou pas, mais en tout cas j'avais eu accès au film. Puis sur un gars qui retourne, c'est un film japonais, qui retourne dans une station balnéaire où il avait rencontré sa femme il y a plusieurs années, mais là au fil de ça on va comprendre pourquoi ils sont plus ensemble. Fait que c'est qu'on appelle doux amer comme genre de film. On se laisse surfer là-dessus. D'autres mentions pour toi? Je vais commencer avec pas un film, mais une série limitée qui sort sur Netflix en début d'année, là, qu'on a oublié, mais pas pour ma part vu que je le mentionne aujourd'hui, mais Adolescence, qui est très actuel comme sujet.
Puis c'est tous des plans séquences, hein, c'est ça le. C'est ça. Bon, en temps réel, il y a des épisodes qui sont. C'est L'épisode de l'interview est un seul plan. Ok. Parce que, pour résumer rapidement l'histoire, c'est ça commence, puis le SWAT entre dans une maison d'une famille, puis ils viennent chercher le petit gars le plus jeune, puis pendant la moitié de la série, je pense qu'il y a juste 4 épisodes, on sait pas s'il a tué son camarade de classe, sa camarade de classe, ou pas. Puis ça vient ouvrir la porte un peu sur la radicalisation des jeunes hommes dans les écoles, dans les milieux publics, à cause des discours de droite sur Internet, parce qu'on peut avoir accès facilement sur TikTok, sur YouTube. Puis ça vient un peu mettre de l'avant ça, puis c'est quelque chose qu'on est là-dedans présentement, puis le fait que ça ait pris la balle au bon en mars, je pense que c'est sorti selon mon Letterboxd. J'ai jamais vu. Puis l'épisode où il se fait interviewer, le jeune se fait interviewer par une policière ou une travailleuse sociale. C'est vraiment, je pense, une scène marquante, pas juste de la série, mais de 2025 à large. Ouais, c'est ok. très... c'est là qu'on voit un peu le problème, sans vouloir en dire trop, là, Ok. le problème avec le jeune garçon. Pas Là. beaucoup de séries télé, je pense. Ouais, puis à souligner que le jeune garçon, c'est un premier rôle. Ah ouais? Il n'a jamais joué au cinéma ou à télé. Est-ce que tu l'as vu, toi? Ouais, j'ai vu. Ouais, c'est bouleversant. Puis c'est ça, que les 4 épisodes, c'est des longs plans séquences. Hein. Fait qu'au niveau de la technique, c'est vraiment impressionnant. Puis d'ailleurs, c'est devenu la série la plus écoutée de l'histoire de Netflix. Là. En Fait plus que Squid Game. Oui, ça a battu. C'est devenu vraiment un phénomène incroyable. Mais, Ouais, et c'est tant mieux parce que je pense qu'il faut que les jeunes voient C'est cette série-là. pertinent. Ouais, c'est ça. Je savais pas si t'allais mettre le dernier épisode de Stranger Things. Non. Oui. J'ai aimé, là, mais... Ça a été ton chemin de croix cette année, là, de taper toutes les Stranger Ouais, mais Things tu sais, en je veux dire, 2 je trouve- mois, là. J'ai comme fait l'erreur de dire que c'était surcoté dans une vidéo, mais t'as-tu eu mon des point, menaces de j'ai mort, comme ou- commencé par Stranger Things est surcoté, mais je dis pas que c'est mauvais, mais le monde a oublié, là. Ah ouais, je dis pas que c'est T'as mauvais. Ils fait ont du pris clickbait, surcoté, tu sais. puis je me suis fait écrire par plein de monde, comme... Pourquoi tu parles de Stranger Things? Parce que je viens de continuer de critiquer après. Pourquoi t'aimes pas? Pourquoi tu parles de Stranger Things si t'aimes pas ça? C'est comme, l'étiquette était collée. Ouais. Mais pour venir à mes mentions, il y a Amnet qu'on a Ouais. mentionné. Rêve de train, Trend Dreams, qui a passé Ouais, j'ai au pas vu encore. 2 cinémas à Montréal, Ouais, mais qui est c'est sur ça. Netflix présentement, qui représente bien un peu la dépression en milieu rural, que je Ah ouais, dirais. ok. C'est-tu contemporain ou ça se passe comme dans le passé ou Hmm. c'est-tu- Dans le passé. Ouais, Ok, ouais, dans c'est le passé. ça, c'est pas, 2020. C'est quelqu'un dans l'industrie du bois là, qui Ok. travaille physique. Puis c'est vraiment comme. Il se passe pas grand chose, je dirais, pendant le film, mais c'est vraiment c'est un peu bouleversant. Des événements qu'il vit, puis comment que le personnage principal, dans le milieu qu'il est, c'est un peu relaxant comme film, mais le thème l'est pas. C'est comme un mélange de. C'est pas comparable à quoi que ce soit. Ok. Faut vraiment le voir C'est pour le- comprendre, Ouais. mais Je c'est pense un que très ça bon va être film. dans mon rattrapage pré-Oscar parce que je Lui crois qui qu'on a en entend réalisé parler. le film, c'est le scénariste de Sing Sing. Ah Fait que oui, déjà c'est là, ça, ok. on voit un peu l'ambiance. Puis ma dernière mention, c'est Cock Stealing avec Austin Butler, Hmm. qui ressemble un peu à Marty Supreme dans un sens, où Mhm. le personnage principal, il n'est pas un crosseur, mais il est pris dans plein de... il est magouilles, victime d'un ouais. crosseur en tant que tel. Il est pris dans plein d'affaires malgré lui, puis il veut pas vraiment être pris là-dedans, dans des affaires de mafieux, etc. Ouais, c'est ça. Puis il doit trouver des solutions tout le film. J'ai trouvé ça essoufflant. Ouais, puis Positivement, là. Ouais, puis le film il est audacieux à certains moments là. Ouais, des bonnes Il y a twists. des, quand ouais, il y a même, des twists que je pensais pas que le film irait. Puis ouais, puis il est cool aussi dans son jeu avec la musique. C'est comme fin 90, début 2000 que Ouais. ça se passe, c'est ça. Fait que de retourner dans ce côté-là, côté ancien athlète de baseball, là, j'aimais bien ça. Mais ouais, on dirait que c'est comme... On dirait que c'était tellement pointu quand je disais film de gars, là, que c'est pour ça que fin Ça de la- passait un peu inaperçu. Ouais, C'était au fin fin août août, avec puis tout, Toxic c'est ça. Avengers, puis pas grand monde est C'est allé ça. voir ça, je Ben, pense. c'est un peu une saison fin août là, de dumping, là, de genre, pas nécessairement des mauvais films, mais c'est plus comme, wow, on n'y croit pas tant que ça, fait que, regarde, on essaye, puis c'est un Hail Mary, là, si ça marche, tant mieux, mais c'est ça.
Fait que, dommage. Quelques déceptions? Ouais, allons-y. Moi, j'ai un petit top 5 que je vais juste aller rapidement. Running Man, Ouais, je moi aussi, m'attendais à j'ai mis, beaucoup. d'Edgar Wright. J'ai su récemment, par contre, que je crois que c'était un peu une commande. OK. C'était pas nécessairement un projet coup de cœur, mais qui s'est fait approcher de genre, ouais, on aimerait ça mettre ça en avant, je pense que tu irais. Puis comme fait, ça fait longtemps que j'ai fait un film, puis... Fait que j'ai entendu dire ça, je me suis plus dans quel podcast et tout, fait que là je relais l'information, là, fait que, prenez-moi pas au mot, mais ça expliquerait aussi pourquoi on sent moins sa signature. Ouais, peut-être. Karate Kid Legends, un film que j'ai pas détesté, je trouvais ça correct, mais je m'attendais à plus, j'aurais souhaité plus. Je trouvais qu'on était dans la formule très jeu vidéo dans la réalisation qui détonne complètement avec les vieux films, puis même avec Cobra Kai. Fait que ouais, je trouve qu'il y a quelque chose qui marchait moins malgré le jeune qui était très bon. Tu vois, j'ai mis One Battle After Another, j'en ai parlé. Superman, un que j'avais de grandes attentes, considérant que c'était James Gunn. La bande-annonce avec la musique, la reprise du thème de John Williams en guitare électrique mettait la table. Je disais, ça va être le fun. Finalement, c'est juste chaotique dans l'histoire. J'ai pas embarqué. Puis, non. Nicholas Hoult en Lex Luthor m'a tombé ses nerfs. Et un autre. Tu le trouves trop jeune aussi? Ouais, pour moi, ouais, c'est ça, effectivement. Je trouve que c'est pas un bon choix de casting. Et le dernier, un autre film de super-héros, Captain America, Brave New World, avec tout ce que Marvel avait eu de la difficulté dans les dernières années. On avait l'occasion de repartir ça. En plus, dans la branche de films que j'aime les plus, les Captain America, on est plus dans les films politiques, de conspiration. Ils sont un peu plus groundés, c'est ça. Puis tu sais, il avait déjà vendu que Harrison Ford était le Red Hulk quasiment dès le départ. Fait pourquoi garder ça semi-secret pour juste avoir une petite scène à la fin? Je m'attendais à un gros dévoilement. Finalement, je savais déjà la fin. C'est ça. Je pense que c'est ça. C'est que quand ils ont construit le film, c'était un secret. Puis quand ils l'ont mis en marché, ils ont dit hey, je pense que Anthony Mackie, c'est pas assez. C'est ça, exactement. Faut mettre Red Hulk, faut mettre tout. Fait que là, le film, lui, était construit pour que ça soit une surprise. Fait que... Exact. Et tu rates l'occasion. Tu ramènes un des méchants du film de Hulk et tu ramènes pas le personnage de Hulk. Ça marche pas. Il y avait l'occasion idéale d'avoir une finale des deux, puis ça avec Captain America. Puis des personnages de la série Captain and the Winter Soldier qui n'ont pas été. Les séries Marvel sont pas si écoutées que ça, ni tant appréciées. Puis t'es comme genre 3 ans plus tard. Fait que c'est ça. Je l'ai vu puis je m'en souvenais pas. Là. Je me souvenais juste de Georges Saint-Pierre. Fait que puis t'as fait une. Je l'ai parlé hier. Récemment, là, c'est ça, sur quel point t'es pas si hype du prochain film Marvel que on dirait que c'est artificiel là, de créer le nouveau hype. Ça va peut-être être bien là, parce que les Rousseau reviennent, mais c'est pas organique comme à Infinity War. Là, il va ramener tous les bonhommes, comme tu dis. Moi, je l'aime, Simu Liu puis Shang-Chi, mais on s'en fout en même temps. Là, ça fait longtemps, on l'a vu là, une fois en 2021. Puis on dirait qu'on le sait déjà que le film va durer 3h07 puis que ça n'aura pas de sens là, que ce soit long de même. Moi, ma grande déception de l'année, Tommy Running Man, c'est Mission Impossible Final Reckoning. Je suis un gros fan de Mission Impossible. Puis je trouvais ça audacieux de faire le film en 2 parties. Il y a des très bonnes scènes de cascade, mais je trouve que l'ensemble de l'idée, ça s'épuise. Le AI, on l'a vu dans beaucoup de films, on le voit encore. Ça veut pas dire qu'il faut l'éviter à tout prix, mais c'est plus frais quand même. Il y a aussi beaucoup de facilité, là, des affaires des clés USB, puis de mettre au bon moment. Puis tu sais, jouer avec la technologie, c'est dangereux parce que ça devient facilement risible. Fait que tu sais, on le sent plus que jamais que le film est autour, les 2 parties de scènes de cascade, de scènes précises, le biplane, le saut en motocross dans le précédent et tout. Mais je pense qu'il aurait dû faire 2 films distincts, intégrer ces cascades-là dans des nouvelles histoires. Peut-être remettre le même méchant dans 2 films, il l'avait fait précédemment, on aurait pu refaire ça, mais le côté à suivre avec la clé puis le Sébastopol puis tout, je trouve que ça en est épuisant. Puis je trouve que c'est même rendu une parodie quasiment des premiers films aussi, là. Je trouve qu'on est comme... puis tout le monde s'est dit hey, ça va être le dernier, ils vont peut-être le tuer, il va peut-être mourir, puis tu sais, regarde, spoiler, il meurt pas, puis ça finit juste que t'as même l'impression qu'il va peut-être en faire un autre. Il va avoir un spin-off. C'est le monde dit, c'est comme ça va être fini pour lui, mais c'est sûr qu'il va en mettre d'autres, mais je suis comme il est tellement impliqué là-dedans que je serais surpris qu'il se mette pas en scène ou que ce soit lui qui forme une jeunesse ou quoi que ce soit. Fait que je trouvais bien de le voir sur le grand écran, mais j'étais quand même déçu au final de ce film-là. Puis l'autre, c'est peut-être Smashing Machine aussi qu'on hypait, puis qu'on attendait, puis les frères Safdie qui se séparent. Puis c'est pas mauvais en soi, mais c'est comme... C'est assez beige comme histoire. J'ai pas compris qu'est-ce qu'on racontait, puis pourquoi ce moment-là du combattant MMA, que je me souviens plus du nom. Mais Care? Ouais, mais
J'ai plus. Puis, ouais, c'est ça. Tu comprends à la fin un peu quand on le voit de dire, OK, c'est juste un gars qui a une super bonhomie et tout, mais en même temps, c'est une histoire. Tu sais, il est un peu accro, il est un peu en détox, mais pas trop. Ils ont une relation amoureuse avec sa blonde, mais qui est le plus toxique des deux, je le sais pas, mais c'est comme. Ouais, on dirait que la forme est là, mais le fond l'est pas vraiment. Fait que, tu sais, ouais, les scènes d'action sont super réalistes, puis de combat parce que t'as pris quelqu'un qui est habitué de se battre, mais ça rime à quoi tout ça? Fait que je pense que ça va être aussi le grand perdant. Ben, grand perdant des Oscars. Je ne sais sera même pas. Il sera pas nommé, je pense. C'est juste ça, là. Ouais. Et toi, tes déceptions, Eric? Blockbuster, Jurassic World, Rebirth. J'ai l'impression que la franchise Jurassic Park, en tant que telle, c'est une franchise en déclin depuis le milieu de la trilogie avec Chris Pratt. J'ai bien aimé Jurassic World, le premier. Ouais, qui a puis là, bien réinventé. Ah oui, c'était excellent. Puis après ça, j'ai écouté celui entre les deux, The Last Kingdom. J'ai même pas pris la peine d'écouter Dominion. Puis j'ai dit, c'est un renouveau, Rebirth. Puis ça commence avec un gars qui mange une Snickers, qui la jette à terre dans un laboratoire super contrôlé, puis ça va dans une fente de porte, puis ça commence comme ça le film, puis j'étais assis à côté de quelqu'un, puis au moment comme que le film a commencé, on s'est comme eu un eye contact, puis je savais par son visage qu'il allait trouver le temps long lui aussi. Là. Puis là, on ajoute à ça la famille qui est là pour... Je ne sais pas quelle raison que la famille a un rôle à jouer, à part venir constamment les sauver, ils sont pas... Ben, c'est ça, on dirait que c'est un hommage à Spielberg, genre, ça prend une famille qui arrive des péripéties, puis un gendre qui va être le héros méconnu. Famille qui déconstruite, là, qui doivent se... Je pense que le film aurait été plus intéressant s'il n'y avait pas eu les deux derniers. Parce que là, il y a des bons côtés quand même, il y a des bons hommages à ce qu'il y a eu avant, mais on est épuisé, puis c'est plus frais. Il n'y a plus rien de neuf là-dedans. Mais le meilleur côté qu'on pourrait avoir, c'est parce que ça a quand même fait de l'argent. S'il en fait un autre, c'est comme, ben là, laisser... merde, j'ai un blanc, là, la comédie. Scarlett Johansson a bien fait ça, mais laissez-la de côté, parce que c'est clair que quand elle sort de l'île, elle veut plus jamais remettre le pied. T'sais. Puis dans les premiers, c'est ce qu'il faisait. Je retourne plus jamais là, mais je vais y aller. Puis l'autre aussi, puis c'est comme... Ben, que ça devienne ça, Jurassic World ou Jurassic Park. Des one-shots, ça serait parfait. Des one-shots. Prends un acteur, une actrice, comme je dis, qui veut se mouiller un film d'action, surtout que la paye doit être très intéressante dans ces films-là, qui se mouille là-dedans pour une raison sordide, se ramasse là, il arrive des malheurs, survit ou pas, puis dans 3 ans, on en fait avec un nouveau comédien. Ça sera du pré-mâché, mais s'il ramène Scarlett Johansson, ben on dirait qu'on est comme... Ben là, non, là, tu sais... C'est plus très aucune raison de faire retourner sur ce style-là, vivre l'enfer, même pour 100 millions de dollars, là, tu sais, franchement. Je sais pas si je t'avais fini de... Non, j'avais fini de parler de Jurassic World. Ma deuxième déception, c'est un film très récent, SpongeBob Movie, Bob l'éponge à la recherche de Bob. Je suis un grand fan de Bob l'éponge depuis que je suis très jeune. J'écoutais ça à Vrac TV. Puis depuis que le créateur est parti en 2004, en fait, avec le film qui était censé être la finale de la série Bob l'éponge de SpongeBob Movie, il est parti. Il est décédé malheureusement en 2018. Okay. Depuis ce temps-là, Nicolas Dion milk la franchise. C'est rendu une vache à lait. Émissions télé ou c'est juste oui, c'est encore en cours. Ils ont même fait un spin-off que le créateur ne voulait pas. Donc, ils n'ont pas respecté ses dernières volontés. C'est Bob l'éponge quand coraille pendant que Bob et ses amis sont jeunes. C'est très oubliable comme série. Puis, c'est un peu ça qu'on retrouve là. On a adapté Bob l'éponge pour les plus jeunes générations, mais c'est plus vraiment Bob l'éponge en tout cas, on dirait un film très algorithmique parce qu'on met des trucs lumineux dans le visage, puis on n'exploite pas vraiment l'humour qui fait que Bob l'éponge fait son charme. C'est de l'humour très méta, comme on brise le 4e mur, puis c'est le premier film, c'est l'exemple parfait de Bob l'éponge. Il n'y a jamais eu plus haut dans Bob l'éponge que le film de 2004. C'est là que la série a eu son sommet, puis ça ne fait que descendre. C'est de l'humour un peu subversif par moment aussi, Bob l'éponge. On est dans... Tu devais plaire à tout le monde, même si c'était pour enfants. Ouais, moi, on avait discuté un peu de toi, c'est parce qu'avec ton mon garçon qui jeune, écoutait ça. Plus vieux, t'écoutais ça. Ouais. Moi, quand ça a sorti, j'avais comme 17 ans, fait que j'ai jamais vraiment écouté ça. Enfin, c'est rendu plus juste une propriété intellectuelle. Puis, qui est populaire, puis qu'on met partout pour qu'on vend des peluches. C'est ça. Puis rapidement, dernièrement, Happy Gilmore 2, qui est sorti, qui n'est pas sorti au cinéma, qui est sorti sur Netflix, qu'on utilise de l'intelligence artificielle dans certaines scènes, qu'on vient pas... je suis sûr que je suis pas
attaché à l'œuvre principale. Je l'ai vu, je trouvais ça correct. Ça, j'ai trouvé que c'était un peu un fond du baril comme film en termes de... Ben, puis Sandler est beaucoup, pour le meilleur et pour le pire, avec sa gang. C'est un peu à la Lurker. Il a ses amis à lui, puis il veut tous les mettre dans chacun de ses projets. Puis ça, c'est très louable, mais ça crée le chaos souvent dans ces films, là, d'avoir juste tous ses amis qui viennent faire 2-3 blagues. Puis, c'est très lourd, mais il y a du monde que j'ai dit que c'était pas bon sur ma chaîne. Ça a été ma pire semaine sur les réseaux sociaux en 3 ans. Là, puis pourtant, mes arguments, j'ai trouvé, c'était pas gratuit. Là, je l'explique comme je l'explique. Là, je me souviens que le film, il disait, Netflix, il y avait eu genre 100 il était très populaire. d'écoutes. Oui. Fait que là, le monde a traduit ça. S'il était sorti au cinéma, il aurait fait genre 500 millions un week-end. Parce que, faut se rappeler quand même que tu fais aussi tu places des choses sur les médias sociaux. Nous autres, avec le podcast, des écoutes, là, des fois, c'est comme 10 secondes. Là. Puis sur Netflix, ça arrive. Là, tu restes trop longtemps sur le menu, le film part. Je veux pas écouter ça. C'est peut-être 2 minutes le passage, c'est ça. C'est sûr qu'il avait fait une vraie sortie en salle. Puis tout, je suis convaincu qu'il aurait fait 100 millions. Là, mais il aurait pas fait un premier week-end de 180 millions. Là, quand même pas. Là. Mais je pense qu'ils ont laissé de l'argent sur la table. Là. Il aurait pu faire un World, je sais pas, mais au moins 100 millions de box-office américain. Puis je comprends pas Netflix, je comprends pas qu'est-ce qu'ils font, pourquoi il n'y a pas des sorties cinéma, pourquoi ils achètent des films à pelleter, puis après ils disent qu'ils sont pas rentables, puis là, je sais pas, en tout. Fait que là, s'ils achètent Warner et tout, c'est un autre débat, je sais pas comment ça va finir, mais il y a des investisseurs à venir qui vont dire, ouais, ben là, on injecte beaucoup, mais on dirait qu'on reçoit pas, là. On a fait le tour. Oui. Voulais-tu qu'on mette peut-être des films qu'on attend dans l'année? On a combien de temps? Là, c'est genre 1h50. Et tabarouette! Je pense moi, j'ai pas noté, je vais rapidement. Okay. Je pense juste à Dune. C'est vraiment le film que j'attends le plus. Moi, je vais aller quelques-uns. Puis c'est pas mal tous des gros films de grandes franchises cette année. Je veux y recroire. Il y a le Dune Part 3. Ça va être très bon. Mais le nouveau Avengers Doomsday, je suis quand même curieux. Je suis prêt à redonner une autre chance. Ça va être jam-packed, mais si c'est bien fait, je pense que ça peut être vraiment intéressant. J'ai hâte de voir le nouveau Star Wars. Je suis un grand fan. J'ai espoir qu'on va retrouver le plaisir et l'émerveillement avec le nouveau film. Rappelle-moi, c'est-tu cet été le Star Wars? Oui, c'est au mois de mai. Le film de Dune et Avengers vont être dans les fêtes. C'est le même jour en décembre, je pense. Oui, c'est la même date, je pense. Non, c'est ça. Cet été, Spider-Man, le nouveau Spider-Man, je pense que c'est parmi les meilleurs Marvel de leur run. Fait que j'ai curieux de voir où on va amener l'histoire, parce qu'on nous avait complètement surpris par la fin du dernier. Et Toy Story 5, encore parmi mes franchises préférées. Je pense que j'ai mentionné plus précédemment, mais le Resident Evil de Zach Cregger, j'ai hâte de voir parce que là, moi, ça je suis pas assez fan de Resident Evil. J'aime les jeux, mais les films... Ben non, c'est Paul W.S. Anderson, fait que je sais pas si je suis hype, mais je suis très curieux de voir qu'est-ce que lui, avec son talent, va faire. Il a dit que ça serait pas Mila Jovovich puis Alice puis tout, ça allait être juste comme un bonhomme qui a quelque chose à... Tu sais, très jeu vidéo, side quest. Là. Il y a un bonhomme qui est pogné dans Raccoon City puis qui a de quoi à faire puis il faut qu'il traverse la ville ou je sais pas trop quoi. Là. Fait que ça va être dans l'univers, mais complètement autre. Puis ça, je trouve ça intéressant. On avait fait un épisode spécial... avec les gars de J'adore ça pour parler des jeux vidéo au cinéma. Puis je pense que c'est un angle super intéressant d'être pas comme je vais adapter le jeu parce que mais le jeu il prend 80 heures. Comment tu vas faire pour faire un film avec? Ben, ça fait juste comme dans l'univers du jeu, je fais ça. T'sais. Un peu comme peut-être le Mario Bros va faire à suivre. Puis les 3 pour moi, plus attendu, l'Odyssée. J'ai vu j'étais allé voir Avatar pour la 3e fois en fin de semaine. Puis il y avait le 5 minutes de séquence de l'Odyssée qui... Je sais pas si vous connaissez le meme du cheval qui entre dans l'enceinte d'un château, puis il y a plein de gens à l'intérieur. Ben, le cheval de Troie, là, mais je savais pas qu'il y avait un meme de ça. C'est un meme comme très populaire. Ben, c'est exactement ça, le 5 minutes qui montent, qui font rentrer plein de monde dans le cheval, puis ça m'a... J'aurais pas dit si ça avait été dans ma liste sans avoir vu ce preview-là en IMAX, c'est très impressionnant. C'est le film aussi qu'ils ont vendu, ils ont sold out des projections 35 de 70 mm, un an d'avance là, et tout. Là, fait que je pense que ça va être encore la grosse affaire. Je sais pas ça va être quoi l'autre film en même temps pour faire le Barbenheimer, je sais pas quoi, Audi quelque chose ou machin C qui va essayer de se commettre. Je sais pas si un major va mouiller un aussi gros film qu'on avait eu quand c'était Barbie puis Oppenheimer, parce que là je crois que quand c'était arrivé,
Barbie a fait ce qu'on pensait, mais Oppenheimer a surpris. Ben oui. Oui. Fait que là, Odyssey, Matt Damon qui est revenu hot, qui a perdu 70 livres, qui a tout le cast, le petit Spider-Man est là aussi, puis tout. Fait que... l'Odyssey est plus grand public. Plus grand public qu'Oppenheimer l'était. Reste à voir c'est quoi le running time aussi. Là. Je serais surpris que ça soit 3 heures. C'est ça, c'est pas 2h05. Là. Puis, fait que, ouais, ça va être l'événement de l'été pour plusieurs semaines, c'est vrai. Sinon, un peu comme Patrick, Spider-Man Brand New Day, c'est mon super-héros préféré, puis j'ai tout aimé de Tom Holland dans ce rôle-là. Holland, merci. Je pense que c'est un incontournable. Plus que Monsieur Avengers Zendaya. Doomsday, puis finalement Dune, la dernière partie. J'aime les livres à la base. Je suis un peu intrigué par rapport à l'adaptation, comment ça va être adapté, mais c'est... Là, ça commence à être plus flyé, là, après ça, c'est encore plus flyé. Fait que je comprends pourquoi il a coupé à 3, mais le troisième, c'est un bon défi. Puis... Ça va être un troisième... il sort un petit peu avant, mais un troisième Noël avec Timothée Chalamet pour le public. C'est vrai, il y a eu Wonka. Même quatrième, parce qu'il y a eu Wonka, il y a eu... Bob Dylan. Bob Dylan. Là, Marty Supreme, puis ça fait 4 mois de décembre. C'est Mr. December. Ouais, c'est ça. On va voir s'il va devenir Mr. Oscar. Merci beaucoup, Eric. Oui, merci. Merci à vous. Merci le cinéma d'exister, puis on te réinvitera dans la... Tout à fait, ça va me faire plaisir. Peut-être de parler d'Odyssée l'été prochain. Fait que sur ce, on recommence. Je pense que je vais mettre l'épisode en ligne. On recommence dès vendredi avec nos épisodes de la semaine à couvrir les sorties cinéma et on approche du marathon des Oscars. On va avoir nos prédictions et autres choses. On a des épisodes spéciaux en discussion de thématiques. On concocte quelque chose de bien le fun, mais sinon on va avoir Folichonnerie aussi. On va avoir la fin du mois qui s'en vient. Avec Eric et Catherine et tout. Fait que l'année part en force et toi tu t'en vas à Unifrance. On va faire des topos de tout. 27 entretiens en 4 jours. Fait qu'on visait 1h30. C'est un échec. On est presque à 2 heures. Merci à ceux qui ont écouté ça au complet et qui nous écoutent. Même si, comme on dit à chaque année, vous n'écoutez pas tous les épisodes parce que c'est dense, mais de revenir à nous, à notre podcast old school, audio seulement. Fait que si vous voulez voir Eric, suivez-le sur toutes les plateformes. TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. Voilà, suivez Pop Culture Québec. Merci.